Et bonjour la famille, comment allez-vous? Nous sommes en direct avec Diamond. C'est faux. Le meilleur C'est des des rumeurs. meilleurs, l'élite. Ah, j'allais te dire des compliments. Moi, tant pis. Le meilleur d'entre nous. Voilà. Mais non, mais on sait comment ça se termine. Voilà, attends, tu es très très fort de mon côté. Je crois que les gens, tu dois saturer chez eux. Vas-y, teste son. Je teste le son. Et chez moi, je ne sature pas. Alors, est-ce que nos deux niveaux sont à égalité? J'ai l'impression que toi, tu es un suis à petit moins peu... 12 dB. C'est chez moi que tu es très très fort. Voilà, dites-nous si les sons sont bien équilibrés, si vous entendez bien Chez moi, Diamond, si vous normalement, m'entendez bien. Bonjour à Carnil Raziel, salut, Émile. salut Plotipus, Raziel, François. Diamat, Victoria, Tartiflette, Kuro Ryutaiji qui nous dit « Ah, on va parler de mon pays !» Puisque j'ai mis qu'on allait parler de l'Ukraine dans le titre. C'est toi qui vas nous parler de l'Ukraine. Moi, j'ai regardé des sujets toute la journée. Franchement, j'en ai trouvé aucun, mais vraiment aucun qui me paraissait vraiment intéressant, pertinent. Donc voilà, je vais réagir à tes sujets et puis on verra ce que vous proposez. Je vois qu'il y a déjà Tartiflette qui nous demande notre avis, enfin qui me demande à moi, mais tu vas pouvoir donner le tien aussi, sur la primaire populaire. Est-ce que c'est une bonne idée? Donc la primaire des candidats de gauche avec des gens qui votent pour le meilleur candidat. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je t'avoue que je suis un peu dans le doute. Maintenant, même à droite, ils font des sortes de primaires. Là, ça s'est passé comment, le processus de décision pour nommer Pécresse C'était comment on appelle ça, une convention interne au parti, si j'ai bien compris, hein, un peu à l'ancienne, quoi. D'accord. Donc ouais, c'est pas les gens mini primaires, quoi. C'est pas les gens qui ont voté. Mais il faut aussi regarder en 2017 comment ça s'est terminé les primaires. Hein. La primaire LR a donné Fillon, qui s'est fait éclater par son affaire et qui voilà déjà dégagé. Tu peux m'appeler juste Kouro, très bien, je dirais Kouro la prochaine fois. Donc la primaire LR, elle s'est très mal terminée. La primaire PS, elle a donné Benoît Hamon qui a fait 5%, donc ou 6%. Est-ce que le processus de décision est à la fois efficace, peut-être plus démocratique, mais est-ce que plus efficace? Je ne sais pas. Le truc, c'est qu'en tout cas, d'un point de vue d'un dirigeant de parti comme le PS, choisir de cette manière-là le candidat, ça s'est pas révélé très judicieux la fois dernière. Donc même si c'est plus démocratique de faire... Voilà, ils l'ont fait en congrès et c'est les adhérents qui ont voté, donc c'est une sorte de mini-primaire, on peut le dire comme ça, ce qui s'est passé du côté de LR. Mais peut-être un petit peu moins médiatisé, quoi. Enfin moi, en tout cas, j'ai pas trop regardé les débats, j'ai pas trop suivi tout ça, donc... Salut Vendetta, bienvenue à toi. Salut Dolly, Peony, salut Juan Castoflex. Bienvenue, installez-vous confortablement. Je sais pas si et Sébastien, bien sûr. Et Victoria, Sébastien, bien sûr. Tout à fait. Et Syromatique, qui nous dit donc, ouais, effectivement, les adhérents ont voté. Salut Époque 00, installez-vous confortablement, on va commencer. Il y a aussi DXXW, très vite la voiture, qui nous rejoignent. Bienvenue à vous. Et Furling qui arrive, qui dit qu'est-ce que le PS viendrait faire dans une primaire de gauche? Pas mal, pas mal. Ça rejoint l'appel à une primaire de gauche qu'a fait ce matin Anne Hidalgo. Donc c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que Anne Hidalgo est la mieux placée pour appeler une primaire aujourd'hui? Est-ce qu'elle a intérêt à une primaire? En soi, franchement, moi je serais pas contre l'idée d'une primaire, mais je serais peut-être contre le candidat qui gagne, en fait. C'est plus ça le problème, quoi. Tu vois, moi, ça me paraîtrait être un bon truc qu'il y ait un seul candidat à gauche, hein, il a plus de chances de gagner, forcément. Mais c'est sûr que si c'est pour se terminer sur Hidalgo ou Jadot, ouais, bof, en fait. Bof. Et puis même, est-ce que ce processus de décision, est-ce qu'on ne devrait pas d'abord avoir un consensus sur un programme et après, à la limite, la désignation du candidat est accessoire, plutôt que de voter pour différentes versions d'un même programme qui est censé, enfin, qui est pas du coup censé être le même programme, mais tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est à la personne d'incarner un programme, et moi, je verrais plutôt ça l'inverse, en fait. Mais peut-être d'un point de vue idéaliste. Oui, c'est peut-être effectivement un peu idéaliste, mais je pense que c'est toujours bien qu'il y ait plus de votes, plus de débats, plus de... Voilà, c'est quand même bien qu'il y ait des espaces de discussion, etc. Voilà, désolé pour ceux qui étaient sur mon stream, vous n'aviez pas l'image. Et parce qu'ils disaient vos images visages manquent, donc je comprends. Ouais, voilà, c'est bon, on est là, hop là, on est là, voilà, pas de souci. Je suis pas d'accord, c'était quoi le sujet? Meilleur enchaînement de propositions, Paul Courtelisson. Ne pas être d'accord si tu sais pas de quoi on parle, je trouve ça génial. Paul Courtesson qui vient souvent dans le chat donner son point de vue, effectivement, donner son avis, dire qu'il n'est pas d'accord, etc. Par contre, lui, il fait des vidéos, et ces vidéos, on peut pas les commenter. C'est bizarre ça, Paul, pas très démocratique, dis donc. Mais est-ce qu'elles sont cool au moins ces vidéos? Bof. Alors moi, c'est mon avis, je dirais bof, mais je ne peux pas le dire dans les commentaires, et ça, c'est énervant. J'aimerais bien pouvoir commenter tes vidéos, Paul. Pourquoi on ne peut pas, en fait? T'as peur de la liberté? Tu peux encore mettre des likes. Alors, j'ai remarqué quelque chose d'étonnant aujourd'hui. En connectant ma chaîne gaming, la chaîne gaming, abonnez-vous, j'ai remarqué que sur les vidéos, je pouvais voir le nombre de dislikes. Mais que avec ce compte.
Non, en fait, toi, tu peux voir. Ah non, mais pas de tes mes dislikes. propres vidéos, des vidéos des autres. Ah oui, c'est parce que la suppression des dislikes est en train de se dérouler, donc voilà, il y a une. Moi, ça y est, maintenant sur mon compte, je les vois plus, alors que je les voyais encore il y a 2 semaines, tu vois. Péter derrière ces vidéos les pires. Oui, c'est peut-être pour ça qu'ils refusent les commentaires. Hein. Je fais de la merde. Non, mais active les commentaires, Paul, s'il te plaît, si tu défends la liberté d'expression. Nous, regarde, on ne te banne pas, pourtant on n'est pas d'accord avec toi. Liberté d'expression. Voilà. Pardon. Ça n'empêche pas d'accepter la critique, en fait. Hein. Donc, mais non, mais oui, ça se critique, il dit je fais de la merde. Ouais, mais laisse-nous te le dire, en fait. Ne vu sois que tu pas fais trop des vidéos, dur en avec plus, toi-même, tu critiques. Vu que tu critiques des gens nommément, etc., je trouve que c'est un petit peu bizarre de pas laisser les commentaires ouverts, en fait. Tu attaques des gens dans tes vidéos, on devrait avoir le droit de te répondre, c'est le minimum. Évidemment, après, je comprends si on t'insulte que tu supprimes les commentaires, ça c'est pas... Moi, je le fais pas, hein, mais voilà. Pardon. J'ai envie de crier des slogans aujourd'hui. Vas-y, hein, écoute, ambiance manif. Hein. Il y a un add-on Google pour les dislikes, apparemment, on peut revoir les dislikes. Bon, ouais, moi je suis pas effectivement convaincu que ce soit un bon... comment dire, un bon move effectivement de la part de YouTube de pas montrer les dislikes comme ça, surtout le côté toi tu vois les dislikes que tu as sur tes propres vidéos mais ça te laisse un peu seul face à la shitstorm, tu vois. Je sais pas si c'est forcément mieux, notamment pour tout ce qui est vidéo tuto, tu vois, quand il y avait des vidéos tuto avec 10 000 pouces rouges, tu sais que voilà, le mec raconte de la merde dans son tuto et qu'il faut aller voir un autre. Ça vraiment, c'est là que ça manque, c'est des vidéos où tu as besoin de te faire une opinion sur la vidéo vite parce que tu veux pas passer 30 minutes à te rendre compte que c'était une vidéo de merde. Pour ça manque, ouais. Voilà. Après, c'est vrai que oui, il y avait les raids de haine et le côté genre, allez sur cette vidéo pour la disliker, pour bien mettre une grosse barre de pouces rouges et un peu un côté... compétition avec ça. Même des fois, ils s'organisaient sur VK pour ça et tout, rappelle-toi. Ouais, bien sûr. Hein. Tu l'as connu, Daimon, tu l'as connu. On s'est tous fait bomber des vidéos de pouces rouges. En vrai, bon, voilà, c'est pas non plus. Surtout sur le debunk, en vrai, mais. On dit que ça lag de ouf. Je suis désolé, c'est mon ordi qui est en PLS. Déjà, en fait. Si chez moi ça lag de ouf, normalement, non. Non, je suis toujours un peu dans le noir. Aller chez Daimon, le temps 2. Hein. Je vais essayer de fermer des trucs. Hein, je finirai par trouver un meilleur réglage pour. Cette nouvelle version de l'appli qu'ils ont changé, enfin bref. Ça a l'air pas mal, là. On dirait qu'on est revenu à quelque chose. Rejoint, Max Looper et Aurélien, fidèle au poste. Merci à toi, Aurélien. Alors par quoi on commence aujourd'hui de gauche. Du coup, moi j'ai Alain Griset. C'est toi qui as les sujets, donc. J'ai Omicron. En plus j'aime Omicron, you didn't see us coming. Pardon, j'aime bien chanter du David Bowie, surtout quand ça me fait penser à The Nomad Soul. Mais on peut commencer. On sent que tu n'as pas beaucoup dormi, Daimon. Hein. Je te sens dans ton humeur, manque de sommeil. Hein. Ouais, mais moi ça me fait l'effet inverse. Ça c'est le second souffle. Ouais, je sais. Je suis plus justement fou, en fait. Je le reconnais, tu chantes, tu dis des slogans, on sent que voilà, manque de sommeil, mais c'est ça le plaisir. C'est ça qu'on aime. On ferme les onglets moins des sites moins 18 quand on est en stream, bordel. Ben, si tu savais le peu de choses que j'avais ouvert sur mon ordi, tu serais assez déprimé comme moi je le suis actuellement. Ah mais je sais pourquoi. C'est parce que je n'ai pas. Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Non. Voilà, c'est parce que mon ordi était sur la batterie. Et quand il est sur la batterie, il se sent fort mal. Voilà. Là, on devrait réussir à retrouver quelque chose de correct. Voilà, Charles Martel qui veut que la Russie annexe tout l'est de l'Ukraine. Dans le Donbass, il y a des volontés en Crimée. On a vu. Enfin bref, on ne va pas déflorer tout de suite le sujet parce que on va commencer. On va commencer par quoi? Tu veux commencer par ça? Vas-y, hein, mettons les pieds dans le plat. Hein. Mettons les pieds dans le plat, effectivement. Les tensions qui remontent entre Washington et Moscou avec des relents de guerre froide décongelés. La cause, encore et toujours l'Ukraine, que la Russie considère plus ou moins comme son territoire depuis toujours, et amasse ses armées le long de la frontière. On parle d'environ 100 000 hommes. Alors, j'ai vu 90 000, 100 000, 115 000. Il y a les versions qui divergent. Les chiffres de la police, les chiffres des organisateurs, on ne sait pas. Un petit peu comme pour se préparer à envahir le pays. Alors, en tout cas, s'ils veulent le faire, ils sont plus en position de le faire maintenant que jamais. Alors le pays ne fait pas partie de l'OTAN, hein, l'Ukraine, et il n'est pas question qu'elle le soit. Poutine a été très très ferme là-dessus. Et l'administration Biden déclare qu'elle n'a pas l'intention d'intervenir directement. Elle n'y a surtout pas intérêt, parce que si la frontière russe, elle, est toute proche, celle des États-Unis est à des milliers de kilomètres, forcé de le constater. Mais il distribue quand même actuellement des armes, alors des armes légères, je ne sais pas ce que ça veut dire, et des munitions, bon, pas des tanks ou des missiles, j'imagine. Des petites armes. Des armes légères, c'est des armes de poing, des armes, des fusils d'assaut, des choses comme ça. Comparé à un missile, effectivement, c'est léger, mais ça reste quand même. Voilà, ça reste quand même une arme létale.
Oui, oui, voilà, ça c'est pas des missiles solaires, c'est peut-être pas des tanks, mais voilà, légères ou pas, ça reste des armes qui peuvent tuer des gens, évidemment. Effectivement, souvent, c'est comme ça que ça finit, avec les armes et des munitions, donc à l'armée ukrainienne qui lutte contre les séparatistes russes du Donbass, donc voilà, à l'est de l'Ukraine, comme le faisait remarquer Charles Martel tout à l'heure sur le chat. Alors on sait que la Russie, elle lorgne depuis un moment sur la région, hein, on se souvient de l'annexion de la Crimée en 2014, et c'est vrai qu'à l'origine, l'histoire de la Russie remonte et commence à Kiev, hein, le russe de Kiev, qui est la capitale de l'Ukraine. Donc, y a en fait, c'est vrai que c'est un dos assez compliqué, c'est-à-dire que c'était aussi, dans le cadre de l'URSS, ça faisait partie de la Russie et je crois que c'était en 1954 ou en 1956 que ça avait été rattaché à l'Ukraine, mais l'Ukraine qui faisait elle-même partie de l'URSS, donc vous voyez, enfin, il y a plein de tenants et d'aboutissants, et plus on remonte dans l'histoire, plus on se rend compte que c'est compliqué. L'Ukraine qui a beaucoup souffert aussi sous l'URSS, hein, on se souvient, enfin moi j'étais pas vivant à l'époque, mais voilà, historiquement, les famines, ce qu'on a appelé le Holodomor, qui est une immense famine dont on accuse les autorités soviétiques de l'avoir organisée, ou en tout cas de ne rien avoir fait pour l'empêcher. Et c'est une famine qui a fait des centaines de milliers de morts, c'est pas des millions de morts, enfin je sais plus le chiffre exact, mais ça a été un drame absolu. Donc forcément, les Ukrainiens, ils ont un mauvais souvenir de l'ingérence russe sur leur pays, en tout cas historiquement. J'imagine que dans les familles, pardon, on se souvient de cette famine et on dit, voilà, quand c'était les Russes qui dominaient le pays, on en a quand même beaucoup souffert. Tchernobyl, évidemment. Donc voilà, il y a quand même un passif qui est là, quoi. D'autant que tu parles de famine, mais le surnom de l'Ukraine, enfin le surnom qu'on lui donne nous dans l'Europe de l'Ouest, c'est l'autre grenier de l'Europe. L'autre grenier de l'Europe avec la France, justement, parce que nous, niveau production de blé, on est plutôt vénère, mais et oui, forcément, avec les plans qui faisaient à l'époque par rapport à ça, du coup, l'Ukraine devait avoir l'impression, et c'était pas qu'une impression, de beaucoup plus fournir qu'elle ne recevait, mais c'est normal. Mais du coup, d'où les famines qui sûrement touchaient un petit peu moins historiquement l'Ukraine auparavant. Mais bref. Sur Wikipédia, ils disent quand même que le nombre de victimes de ces famines, c'est entre 2,6 et 5 millions de gens. Donc voilà, c'est pas vraiment... rien. Non, c'est pas rien du tout. Et donc c'est effectivement le mot Holodomor qui veut dire famine, mais qu'on peut aussi traduire par extermination par la faim. Donc il y a un débat sur est-ce que c'est un génocide ou pas. Voilà, c'est une question complexe, mais en tout cas, voilà, un drame. Notamment, il y avait des fois des prisonniers que... En fait, plutôt que d'utiliser des balles, juste ne leur filons pas à bouffer. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait même eu l'île aux cannibales. Enfin, ça, c'est un dos un peu sombre où ils avaient pris des prisonniers. Ils leur avaient dit, ouais, voilà, vous avez des semences pour planter des trucs, pour faire votre propre bouffe. Il y avait quelques gardes et les gardes se sont retrouvés. En fait, quand les mecs qui commencent à mourir de faim, on s'en fout de se faire tuer par balle. Et ils sont que 30, on est 3000, venez, on y va, quoi. Et à la fin, les gens s'entretuent entre eux pour se bouffer. Enfin, voilà, c'est une histoire. La faim nous pousse à faire des choses assez terribles. Alors, est-ce qu'une invasion militaire par la Russie est sur le point de se produire? C'est techniquement possible, évidemment. Hein, la Russie, c'est pas la pire armée du monde. Mais la plupart des experts jugent cela invraisemblable pour le moment. Et c'est un petit peu comme je le disais pour Biden. C'est qu'en fait, ils y auraient pas trop intérêt. Ils sont là pour montrer les muscles de la vie de la plupart des experts. Enfin, on ne peut pas voir le futur, évidemment. On n'a pas de boule de cristal, mais... Il peut se comprendre aussi parce qu'il y a quand même des financements occidentaux qui abondent vers l'Ukraine depuis des années. On a vu BHL aller soutenir les rebelles ukrainiens qui, pour une bonne partie, étaient littéralement des nazis. Donc c'est assez étonnant. Et du coup, on peut comprendre que la Russie soit inquiète que voilà, des financements aillent à des rebelles ukrainiens qui voilà, sont très extrêmes. Donc on peut comprendre aussi, tu vois, d'un point de vue géostratégique, ça fait sens que la Russie monte les muscles à sa frontière, étant donné qu'il y a un risque pour eux, quoi. Après, c'est évidemment une situation tragique, hein. Mais tu vois, ça, vu la façon dont les Américains n'ont pas respecté les accords au moment de la création de l'OTAN, de la fin de l'Union soviétique, de ne pas dépasser une certaine frontière, etc., ben forcément les Russes voilà, le vivent mal, quoi. Et ça fait des années. Ils parlent de provocation de la part de Kiev, hein, mais ouais. Évidemment, c'est pas eux qu'on... Après, en termes de géopolitique, le discours que tu as à l'international, c'est toujours un petit peu celui-là, mais... Bien sûr. Donc, est-ce que
est-ce que ça évoque des réactions sur ton chat? Alors j'ai un article du Monde que j'arrive pas à vous partager. J'en ai un autre ici de TV5 Monde qui a un URL un peu plus compatible avec la capacité des chats sur YouTube que je vous partage. Et j'ai également 2 vidéos que je vous ai prévues. Alors la version occidentale avec Arte et la version RT. Comme ça, vous ne pourrez pas vous plaindre d'avoir quelque chose de trop orienté. En vrai, j'ai regardé les deux. Arte, ils font quand même un bon boulot parce que moi j'ai retrouvé tous les éléments qu'il y avait dans le reportage de RT aussi. Donc ils ont bien présenté les deux points de vue. Je vous encourage à regarder les deux tout de même pour vous faire un avis. C'est un petit peu plus long sur Arte que je vous partage là aussi sur les deux chats que je vous mettrai à la rediff. Bon, et toi, je les remets comme ça tout le monde là sur Twitch. Est-ce que tu as une petite prédiction? Ah oui, parce que je le mets que sur YouTube du coup, ouais. Non, t'inquiète, je m'en occupe. Du coup, prédiction, non, c'est trop difficile de prédire ce genre d'événement. Ça rappelle voilà, l'ambiance des années 2010, hein, où il y avait aussi déjà toutes ces discussions. Il y a eu le mouvement de la place Maïdan, il y a eu l'élection de Zelensky. Zelensky qui est un candidat financé par un mania des médias. Donc c'est un peu comme si Bolloré était en dehors de la France et finançait Zemmour. Enfin, après, politiquement, c'est pas exactement la même chose, hein, mais je dis juste pour l'exemple, tu vois, Bolloré, il me semble qu'il vit en France, mais là, en l'occurrence, c'est un milliardaire qui, si j'ai bien compris, Bolloré, a été plus ou moins exclu du pays ou a dû fuir le pays, mais qui a encore énormément d'argent et qui a investi du coup dans des chaînes de télé en Ukraine et qui ont notamment poussé l'élection de Zelensky. Et Zelensky qui était lui-même un comédien en fait, c'est quelqu'un qui jouait dans des séries télé, était humoriste et qui s'est retrouvé président de l'Ukraine après avoir joué dans une série le rôle d'un prof d'histoire, un peu prof d'histoire de campagne, tu vois, le bon sens, la tête sur les épaules, etc., qui se retrouve pris dans un jeu de pouvoir où finalement il va se retrouver élu président de l'Ukraine. Et le comédien donc Zelensky qui a joué ce rôle-là s'est retrouvé élu de l'Ukraine. Donc ça, j'ai toujours trouvé que c'était fascinant et on en a très très peu parlé en Corse, en France pardon, et en Corse encore moins. Aussi, j'imagine. En Corse aussi, voilà. Il y a Cludo qui nous dit oui, après Porochenko, qui était lui-même un oligarque. Donc voilà, c'est ça en fait. Il a pu surfer sur le fait qu'il y a une énorme corruption en Ukraine. Et effectivement, son programme, moi, de ce que j'en ai compris, parce que malheureusement, je parle pas ni russe ni ukrainien, donc c'est assez difficile de se renseigner. J'ai voulu regarder sa série. Elle n'était pas sous-titrée, mais tu me dis, Cludo, qu'elle est sous-titrée sur Arte maintenant. Donc peut-être que je la regarderai, du coup, cette série, qui s'appelle, il me semble, Serviteur d'État, si je dis pas de bêtises en français. Et du coup, ouais, c'est super intéressant, mais assez difficile de se renseigner là-dessus, honnêtement. Du coup, je sais que la situation en plus politique en Ukraine, elle est extraordinairement compliquée de par l'histoire des différentes régions. Enfin, c'est vraiment un bordel. D'ailleurs, même ils en parlent dans la série, ils rigolent là-dessus dans la série parce que c'est là la réalité géopolitique de l'Ukraine, hein, qui est un pays voilà, relativement divisé avec beaucoup de divisions politiques, beaucoup de divisions, je sais pas si on peut dire ethniques, mais en tout cas voilà, ouais, serviteur du peuple, c'est ça le nom de la série. Ah, il y a Cause qui nous dit, chez nous, ce serait comme si on mettait Victor Novak, l'instit à l'Elysée. Je sais pas si c'est un bon résumé. Du coup, ce serait l'acteur, là, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas Étienne Klein, c'est un autre Klein. Mais ouais, je sais pas ce serait quoi l'équivalent. Moi, je pense que ça aurait peut-être été même un Coluche, puisque finalement, il était humoriste, il faisait aussi tu vois, ou un Beppe Grillo, comme en Italie. C'est ce que ça m'évoquait, donc, je sais pas. Après, voilà, encore une fois, j'ai pas toutes les subtilités du positionnement de Zelensky. Apparemment, il est trempé dans les Pandora Papers, donc lui-même, voilà, est pas tout blanc alors qu'il s'est présenté comme étant contre la corruption dans son pays. Donc voilà, Cadmera de président en 2027, peut-être. Hein, mais le truc qui est fou, c'est cette série. Tu vois, le fait que sa campagne, elle a commencé 2 ans avant l'élection par une série télé qui apparemment a eu un gros succès, a été vue par beaucoup de monde. Donc c'est comme si voilà, vous aviez un comédien, je sais pas moi, Jérémy Ferrari qui joue une série où il devient président de la France et après il se présente vraiment à l'élection. Vous voyez, c'est Dupontel, ça va super loin, quoi. Ou Dupontel, bien sûr. Puisqu'il a joué le président, sur le coup. Tout à fait. J'ai vu au cinéma, je me souviens. Ouais. Et tu vois, c'est fou quand même ce truc, quoi. Et c'est financé par du coup, voilà, un oligarque qui vit à l'extérieur du pays, mais qui a encore des médias dans le pays. Donc voilà, c'est très intéressant politiquement ce qui se passe en Ukraine, mais j'ai pas vraiment d'avis honnêtement précis parce que voilà, c'est extrêmement complexe, quoi. Je vois sur mon chat, là, il y a pas mal de gens qui sont plus favorables à une annexion, au moins d'une partie de l'Ukraine, par la Russie. Mais réfléchissez les gens, dans ce cas-là, imaginez, si ces territoires redevenaient russes,
ça voudrait dire que la frontière russe se rapprocherait encore plus des territoires de l'OTAN. Donc, il l'aurait encore plus mauvaise, en fait. Parce que finalement, est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à avoir une zone tampon plutôt que d'avoir l'OTAN directement à leurs frontières? Réfléchissez aussi à ça. Même si vous êtes plutôt pro-russe. Hein. Et c'était précisément ce qui était prévu à la base. Hein. L'Ukraine était censée être une zone tampon entre la Russie et l'Union européenne. Et le fait que maintenant il y ait des discussions pour faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, ben forcément les Russes, ça leur plaît pas du tout, parce que c'est pas ce qui était prévu. Donc c'est vrai que les Russes, ils ont intérêt à ce qu'il y ait une sorte de no man's land ou de zone tampon. Et comme tu dis, pas forcément un no man's land, mais en tout cas une zone tampon, quoi. Le monteur de Wissam qui nous dit un parallèle intéressant sur la Crimée et l'Ukraine, c'est que la France a le même rapport avec Mayotte et les Comores. En gros, un bout d'une population du pays veut pas l'indépendance, donc c'est à nous. Si les Russes font ça, c'est méchant. Si c'est la France, c'est la démocratie. Oui, surtout que... En Crimée, ils avaient quand même fait un référendum. Il y avait eu près de 97%. Voilà. Je ne sais pas si c'était complètement legit, mais... Je crois que c'est du 90-95%, 96,77 de tête, je ne sais plus. Ok, voilà. Donc, voilà, plus de 95%, c'est pas juste un petit bout qui veut être rattaché à la Russie. Après, est-ce que ce référendum, il a été truqué? Merci Raziel. On sait voilà, dans des pays comme la Russie, comme d'autres pays, hein, c'est souvent compliqué. C'est normal en Russie. Voilà, c'est souvent compliqué. Les élections, il peut y avoir de la triche évidemment, mais bon, ça, il y en a aussi en France. C'est pas exclusif à la Russie. Mais sur ce référendum-là précisément, je n'ai pas vu vraiment de preuves solides qu'il y avait eu de la triche, et j'ai l'impression que, voilà, après c'est mon impression, je suis jamais allé en Crimée, j'ai voilà, pas énormément d'infos sur le sujet, mais que effectivement ce référendum reflète la volonté de la majorité des russophones de Crimée, et la majorité du coup des habitants de la Crimée. Donc moi j'ai pas forcément d'éléments qui me permettraient de dire oui, la Russie a volé ce territoire par une fausse élection. J'ai entendu l'accusation, mais je l'ai jamais vu vraiment sustenté avec des faits derrière, avec des éléments solides. Je pense que s'ils avaient eu des éléments particulièrement solides, ils les auraient présentés. Hein. Ils avaient à ce moment-là plutôt intérêt à le faire. Justement, il y avait Paul qui disait sur ton chat, et si on leur envoyait Mélenchon? Alors, ce qu'on peut promettre de faire, c'est de leur envoyer l'hologramme de Mélenchon. Est-ce que vous signez ou pas? Pourquoi pas, oui. Est-ce que ça suffirait? Mélenchon, il est plutôt pro-russe hein, là-dessus. Là-dessus, il est plutôt sur une ligne souverainiste, de dire il faut, enfin la De Gaulle un peu, de dire il faut faire un équilibre entre les Américains et les Russes. Donc la France doit avoir est-ce que cet équilibre, c'est pas une main dans chaque panier, quoi. C'est pareil pour la Belgique, tu vois. Est-ce qu'il faut qu'on annexe le sud de la Belgique, que les Pays-Bas ils annexent le nord? Non, justement, c'est une zone pour laquelle les Anglais, les Néerlandais, les Français, ils ont toujours fait un nombre de guerres débile, et on s'est dit tiens, ce serait pas bête en fait finalement que cette zone-là, elle soit indépendante pour éviter qu'on continue à tous se faire la guerre. Donc je sais pas. Oui. Le monteur de Wissam qui dit, je disais pas que les référendums sont truqués. Non, bien sûr, le monteur de Wissam, et j'entends parfaitement le parallèle que tu fais. On peut même, sans aller jusqu'à Mayotte, on peut le faire avec la Corse. Hein. En Corse, il y a une partie significative de la population qui aimerait être, sinon indépendante, au moins autonome. Et pourtant, on considère que c'est un territoire français comme un autre. Moi, je dirais un territoire de seconde zone. Hein. Tous les dom-tom et la Corse, de toute façon, c'est des territoires de seconde zone, c'est évident pour la France, mais ça reste des territoires officiellement français, alors qu'une bonne partie de la population aimerait que le statut du territoire soit différent. Donc on peut prendre l'exemple de Mayotte, on peut prendre l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, on peut prendre l'exemple de la Martinique, la Guadeloupe, la Corse évidemment, mais même l'Alsace, la Bretagne et les Pays Basques, si on peut aller jusque-là. Donc, bon. Et si Biden ils envoient des armes à Bastia, tu prends ou... Je suis contre la violence, donc je ne les prendrai pas. Mais oui, effectivement, que dirait la France si Biden faisait arriver des bateaux illégalement, chargés d'armes, que les nationalistes corses récupéraient pour faire des attaques, etc. Voilà, je pense que c'est ça le sens du message du monteur de Wissam, c'était de dire, avec une autre perspective, on comprend pourquoi les Russes sont énervés, quoi. On comprend pourquoi mais les Ukrainiens aussi sont énervés. Donc c'est ça malheureusement qui crée des guerres. Dans une guerre, il y a rarement quelqu'un qui est 100% en tort et l'autre qui est à 0% en tort. Et après, ce qui est dangereux, c'est les logiques de blocs qui se constituent et d'alliances et d'alliances automatiques qui font que si à un moment il y a une guerre locale, un petit conflit local qui émerge, en fait, ça peut faire toute une grosse escalade, quoi. Et ce qui vient ce soir, Cro-Blanc. Ouais, il arrive dans 5 minutes, patientez. Enfin bref, merci YouTube d'avoir suivi cette petite capsule et n'hésitez pas à regarder les émissions en direct tous les mardis soirs et les jeudis à partir de 18 h. Ciao ciao.
Maelstrom qui nous dit, t'es sûr que la situation en Corse en termes d'infrastructure puisse être comparée à Mayotte? Non, justement, et c'est pour ça que je prenais l'exemple de la Corse pour dire, c'est pas une question finalement de mauvaise infrastructure, de mauvaise gestion de la part du pays, etc. Même dans des territoires qui sont mieux lotis que Mayotte, il peut y avoir ce terme de question. C'est ça que je voulais dire. Mais évidemment que Mayotte, c'est l'exemple le plus extrême de tout ça. D'ailleurs, ils sont pas français depuis très très longtemps officiellement, donc bon. Depuis plus ou moins quand on envoie les Canadaires, n'importe quoi, hein, Paul Courtesson qui dit quand on envoie les Canadaires pour éteindre les incendies en été, les Corses sont bien contents d'être français, hein? Ah oui. Donc c'est ça. On les envoie aussi dans d'autres pays en fait, les gens. Donc même si la Corse était indépendante, on dirait ah bah va crever maintenant. Je pense pas que ça se passerait comme ça. Hein. Et quand les Français viennent se bronzer le cul en Corse, ils sont bien contents que la Corse soit française. Donc bon. Non, c'est juste le premier sujet qui est fini, vu que je fais des petites capsules à Haricot Vert. Il fait des capsules, donc il dit au revoir 20 fois par émission. 20 fois, c'est pas vrai, juste une fois par sujet. Une fois à la fin du live. Ouais, bon, j'avoue, ça fait 20 fois en fait au final. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Est-ce qu'on enchaîne sur Omicron ou Alain Griset? La parole est au peuple, la démocratie directe. Dites-nous. C'est qui Alain Griset? Tu sais pas? Bah, on va peut-être commencer par lui, du coup. Ah bah alors, Alain Griset. Il a un nom stylé en tout cas. Ça. Tu trouves pas? Ah, c'est un ministre. Attends, mais ne spoil pas du coup. Non mais je regarde en même temps, mais du coup je suis choqué de même pas avoir entendu son nom, quoi. Il y a tellement de ministres de LREM là dont on n'a jamais entendu le blaze une seule fois. Sauf mais s'il est connu, Alain Griset. Vas-y. Bah, Alain Griset, ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, démissionne de son poste. Ah, on est vraiment très triste. Pour une fois qu'on avait un ministre qui n'avait pas eu le parcours fils de notable, Sciences Po, ENA, etc. Ici, on parle d'un fils d'ouvrier métallurgiste qui a, selon ses propres dires, brillamment raté son bac F1, je crois que c'est l'équivalent d'un bac pro aujourd'hui, en fabrication mécanique. Il estime que d'ailleurs ça l'a sauvé d'un destin d'ouvrier d'un secteur sinistré, particulièrement dans le Nord, par les délocalisations. Et donc il a commencé sa carrière comme standardiste à 19 ans dans une entreprise de taxi avant de devenir lui-même taxi et voilà, de gravir les échelons un à un sans permis. Non, je crois que c'était dans Opération Coup de Poing qui disait ça, mais il faut que j'arrête de le citer. Et donc, voilà, pour une fois, on avait quelqu'un qui partait d'en bas, et il faut que ce soit comme les autres, un escroc qui planque son patrimoine. Ah ouais, et voilà, du coup... Il est pas content, là. Et il était soupçonné d'avoir sciemment dissimulé un plan d'épargne en action de 171 000 €, mais aussi des participations directes dans plusieurs sociétés, comme la Française des Jeux ou Natixis. Ah, il avait aussi 130 000 balles sur son PEA. Jeux, en plus. Ouais, la Française. En plus, j'en ai parlé, justement, allez voir ma vidéo injustement peu regardée, sur laquelle j'ai passé du temps. J'essaierai de mettre une fiche de l'autre côté à la rediffusion qui s'appelle « Pourquoi les jeux d'argent, c'est forcément le mal ». Mais stoppons ici la digression. Donc je vous disais, ouais, il avait aussi 130 000 balles sur son PEA qui venait de la CNAMS du Nord, la Confédération Nationale de l'Artisanat, des Métiers et des Services, qu'il dirigeait depuis 1991 avant d'être nommé ministre en 2020. Alors l'intéressé se défend en disant qu'il avait reçu le mandat en 2019 justement de faire fructifier cet argent à court terme. C'était même félicité d'un gain, je crois, de 19 000 €, là je vous cite ça de tête, en 11 mois. Problème, la CNAMS ne peut pas, en tant que personne morale, s'il y a des juristes dans le coin, ouvrir un PEA, donc un plan d'épargne en action, réservé aux personnes physiques. C'est donc petit stratagème, c'est dommage. Alors Griset là-dessus a réagi, dit qu'il a été mal conseillé par les sachants qui ne disent pas suffisamment bien les choses, et n'avoir fait preuve que de maladresse, mais certainement pas de malhonnêteté, certainement pas. Bon. Alors, oui. Il y a Mojo dans le chat qui donne un témoignage intéressant. On va le prendre avec des pincettes, ce n'est qu'un témoignage, nous n'accusons personne de rien, juste on va lire ce info chat. Voilà, info chat. Je dis ça pour nous protéger, Mojo, hein, tu comprends bien. Ma mère l'a connu professionnellement, nous dit Mojo Power. C'est un vrai gros magouilleur de service. Je peux vous jurer que le truc pour lequel on l'a chopé, c'est rien par rapport à tout ce qu'il a fait. Voilà. Info chat, je vous le dis comme ça. Moi, je te fais confiance, Mojo, mais tu comprends bien que je peux pas valider tes propos intégralement parce que bon, voilà, on veut pas se faire attaquer pour diffamation, évidemment. Mais en tout cas, témoignage n'est pas une preuve, surtout. Info chat un témoignage n'est pas une preuve et une info chat à entendre. Ça peut être un indice. Et voilà. Ça peut être un indice. Enfin bref, en tout cas, sur l'aspect maladresse ou malhonnêteté, le tribunal n'est pas du même avis qu'Alain Griset, puisqu'il a conclu qu'il avait fait, je cite, le choix de dissimuler une partie substantielle de son patrimoine et qu'il a, je cite toujours, fait preuve d'une réelle volonté de dissimulation. La sentence, condamnation à 6 mois de prison avec sursis et à une peine d'inéligibilité de 3 ans avec sursis pour, je cite toujours, la déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale.
Alors malgré un soutien dans un premier temps maintenu par le président, notre cher Emmanuel Ier, il a démissionné. Le premier réflexe. Il a démissionné toujours. C'est le soutien. Bon, soutien indéfectible. 2 heures plus tard, bon, bah il démissionne. En fait, on a trouvé quelqu'un d'autre. Mais donc, il garde mon soutien jusqu'à la fin de sa vie. Il garde mon soutien dans sa démission. Oui. Qu'il vienne me chercher. Derrière mes cordons de CRS. Et donc, il a démissionné quelques heures après sa condamnation et il sera remplacé par Jean-Baptiste Lemoyne, jusqu'ici secrétaire d'État chargé du tourisme des Français et de l'étranger et de la francophonie. Il avait eu un autre secrétariat d'État avant. Son successeur, donc, a lui un parcours nettement plus classique. Hippocagne, Sciences Po, UMP, je me fais chier. Au revoir, Alain, donc. Tu n'auras pas fait exception dans cette ribambelle de pourris qui prétendent être simplement étourdis à la boulette. Mais ça fait encore plus mal lorsque le coup vient d'un gars du Nord qui a connu la vie des vrais gens qui sont dans la merde. En te souhaitant de ne pas y retourner dans la merde, contrairement à une majorité de personnes dans ce pays qui n'ont malheureusement pas de patrimoine à dissimuler. Et je vous partagerai donc à la rediff de sources du HuffPost et du Monde à ce sujet. Donc tu n'en avais pas entendu parler d'Alain Griset? Moi je le défends parce que ce n'est pas un riche, c'est un ancien pauvre comme Locklear. Du coup il a le droit. Il a le droit de cacher son argent. Je le défends. Non. Tu n'as jamais oublié 100K de pourboire. Bah oui, Fab. Il n'y a pas de tolérance dans ce pays. Voilà, c'est... Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec 100K? Évidemment. Rien. Si on a des gens qui se contentent de 100K, on n'a que des minables. Hein. On n'a rien, quoi. C'est à lui qui, pendant le confinement, il disait qu'il irait jusqu'au bout pour les entreprises qui, du coup, étaient touchées forcément par ce confinement. Et c'était lui notamment qui avait eu la lourde responsabilité de décréter, alors je crois pas qu'il était seul là-dessus, mais quels étaient les commerces les plus essentiels, les commerces indispensables de première nécessité, enfin de première nécessité on sait, et ceux qui étaient plus dispensables et que momentanément on allait fermer, sans exception. Mojo nous dit, c'est un tapis le gars, les autres vont prendre air car ils sont plus fins que lui dans leur magouille, c'est le seul prolo de la bande et c'est pour ça qu'on l'a dégommé. J'ai remixé le message mais c'était ça. Là. Ouais, justement, c'est pas le premier. En fait, le mec ne fait pas exception, on a vu ça trop de fois, quoi. Les Cahuzac, les... Ouais, mais qu'il est tombé, le champagne, parce ça me que fait mal à la tête. Mais les autres aussi sont tombés. Un peu moins fins que les autres, ouais. Sur le coup. Oui, il y en a d'autres qui sont tombés, mais bon, combien ne sont pas tombés? C'est plutôt ça la question. Après, est-ce que lui va vraiment prendre plus cher? Est-ce que lui va vraiment plus jamais revenir en politique, contrairement aux autres qui, voilà, il y a une porte qui se ferme, il y a une fenêtre là-bas, il y a le truc du chat, on va se faufiler, on va faire des magouilles, quoi. Voilà. Il n'y a pas un poste à l'Europe, là loin, où les gens ils sont pas au courant que je suis un connard. Enfin, souvent, c'est comme ça que ça se passe. Un petit poste à 10K par mois où on peut se faire oublier tranquille, une petite planque. Ah oui, en plus, c'est souvent ça, hein, l'Union Européenne. Les postes, en fait, c'est pour les gens qu'on cherche à faire oublier, quoi. J'ai cliqué sur Twitter, putain, mon ordi est en PLS. Alors, il va être remplacé par Jean-Baptiste Lemoyne. On peut peut-être lire sa fiche Wikipédia rapidement pour... voilà, jusqu'au moment où on entendra parler de lui pour une sombre affaire, j'imagine. Donc, Jean-Baptiste Lemoyne, homme politique je vous ai résumé, français, c'est pas intéressant. Mais... Sénateur Les Républicains. Il a été secrétaire d'État du coup déjà sous Macron. Bon, bah, voilà, un bon droitard. Jeune libéral après, ensuite UMP. Voilà. Ouais, donc encore, voilà, ni de gauche ni de droite, mais surtout beaucoup de droite, LR hein, et très de droite, voilà. Et très libéral. Recruté comme collaborateur de Jean-François Copé en 2002, tiens, c'est intéressant. C'est comme Jean-François Copé qui était justement rentré à l'UMP, je crois. La personne qui disait si on a des gens qui se contentent de 6 000 € par mois, on n'aura que des minables. Hein. C'est une phrase qui est attribuée à Jean-François Copé, j'aime bien la rappeler de temps en temps, par Sophie Coignard, journaliste d'investigation. C'est étonnant qu'il ne soit pas rapproché de Macron, du coup. Copé, ouais. Ah, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion, hein, visiblement. Peut-être qu'il a, tu vois, un peu plus de dignité que Manuel Valls, c'est que du coup, il sait que de toute façon, il est toxique, quoi, dans le sens, si tu t'approches, il est radioactif, quoi. Copé, donc il sait que bon, voilà, il a pris sa thune et puis il est parti se reposer, j'imagine, hein, ce qui est pas la pire décision qu'il aurait pu prendre, hein, d'ailleurs. J'ai vu passer une news qui dit que Macron s'était pas mal enrichi en 5 ans d'après sa déclaration de patrimoine. Tiens donc. Donc il était président, mais il a eu le temps de quand même s'enrichir. Chromatophonique qui dit Kali, tu n'as pas raccourci la moustache, je vais me la raser la moustache, puisque de toute façon là j'ai renoncé. Mais t'étais pas censé la laisser pousser jusqu'à ce que le Tibet soit libre ou un truc comme ça? Ouais, mais là, bon. Là, ah non, la fibre, mais c'est pareil, ça rime, c'est un truc. Voilà, c'est pareil. Non, mais surtout que les deux vont prendre autant de temps, donc je vais finir par me raser. Ceci dit, 90% des PME dont dépend son ministère font du black, nous dit Super du Schmoll. C'est dur à déterminer, effectivement. Par nature, le black, c'est que tu le vois pas, quoi. Mais après, c'est peut-être pas les mêmes montants non plus, les gars. Hein.
C'est peut-être pas des 170 000 balles qui traînent par-ci par-là. Enfin bref. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Taverne de Platon qui dit après c'est pas pour faire l'avocat du diable, moi tu as le droit de faire l'avocat du diable, mais dans la mesure où les mecs du privé gagnent 15 fois plus, pour un type comme Copé, ce genre de phrase n'est pas étonnant. Oui, sauf que c'est gênant quand tu es député et que c'était dans ce cadre-là en fait qu'il a dit, hein. C'était dans le cadre tu représentes des gens dont le salaire médian est à 1700. Hein. Voilà, c'est ça. Et effectivement, donc ça veut dire la moitié des Français gagnent moins de 100 € par mois. Donc voilà, une phrase comme ça de dire on n'a que des minables s'ils sont à 6 000 €, sachant que 99% des métiers essentiels sont assurés par des gens qui sont voilà, sous les 2 000 € par mois, hein, pour être gentil. Effectivement, les minables remercient Jean-François Copé de sa considération, quoi. C'est plus dans ce sens-là. Mais après, oui, effectivement, lui, il a une mentale de capitaliste, il a une mentale de capitaine d'industrie, en mode il faut gagner du 100K par mois, il faut rentrer des palos, sinon on est des minables, voilà, sinon on est des minables. Il y a ceux qui ne sont rien, ceux qui sont des minables et ceux qui réussissent. Alors que Griset, c'était plus ouais, bah moi je suis parti de tout en bas, j'ai réussi à m'élever, donc tout le monde peut, tu vois. C'est un petit peu cette logique-là. Oui, c'est ça, oui, c'est la méritocratie. Mais... Non, mais c'est le côté méritocratique aussi, tu vois. La mentalité induite par l'expérience que tu as connue dans ta vie, quoi. Bien sûr. Bien sûr, mais oui, après je comprends bien les gens qui sont rentrés comme standardistes à 19 ans, mais qui ne sont pas devenus ministres derrière, auront peut-être une opinion différente de la sienne. Je ne sais pas. En effet. T'as vu, j'ai pas fait une outro pour YouTube et tout. J'ai juste fait un cut. Très bien, bon, t'as pas dit au revoir. Après ce live, si vous voulez décompresser. Oui, il y a Karmadeus qui fait une radio à 20h30. Il invite Franck Coty. Ça me dit quelque chose, Franck Coty, mais je resitue pas. Non, 1500, c'est plus le salaire moyen, je crois. Et non, c'était même 1400, 1500 entre les deux. Le médian, donc ça veut dire la moitié gagne net, plus, hein. La moitié gagne moins. Au revoir YouTube. Oui, c'est vrai, vous pouvez le dire aussi sur le chat quand vous sentez la fin de ma chronique arriver. Vu qu'à la rediff, on voit le chat, vous pouvez dire ouais, au revoir. YouTube, tout. À l'époque, il y avait un YouTuber Hearthstone qui faisait ça, Torque, vice-président d'Armateam. Ça marche plus trop aujourd'hui, et il disait bonjour à YouTube. Dites bonjour à YouTube. Enfin, il disait pas bonjour lui, mais et tu voyais pendant 1 minute les gens qui disaient ah, je passe à la télé et tout. Voilà, les gens s'en jaillent pas parce qu'on est combien? On est une trentaine. Et d'ailleurs, ouais, partagez le truc, il faut qu'on soit des milliers et tout. Et attendez, on fait des sujets sur l'Ukraine, sur Alain Griset. Alain Griset, ça passionne les foules. Bon, on est 125 sur Twitch et 54 sur YouTube, donc c'est pas mal. Ah ouais. On fait, à nous deux, on fait les 200 là. J'avoue. Donc on est content. J'ai un son. Là, il est content. Il sera fait avec différents chroniqueurs avec qui auront chacun un petit sujet duquel discuter. Ouais, Karmadeus tout à l'heure. Oui, je crois qu'il m'avait proposé, mais je sais pas, je lui avais demandé, je lui avais dit oui, pourquoi pas. Mais ah oui, si ça tombe à jeudi, Rosberg, j'ai pas accepté du coup. MJ pas content. Il y a MJ pas content, c'est une fusion entre Michael J et JSPC, j'imagine. Et B, j'ai envie étrange, de la fusion la plus bizarre. Et merci à Scott77 qui donne 10 € à la rédaction. Dan Yavad, je ne sais plus à quelle caméra, remercier. Merci à toi. Et je crois pas que tu aies un message qui accompagne ton don, mais je vais regarder. Et merci beaucoup, faites comme Scott77, soutenez cette émission en Donationware, évidemment, et celle de Lisandre, qui est sur le même principe. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'ils sont tellement capitalisés qu'ils en oublient ce qu'ils ont, à moins que ce ne soit par pure modestie. Oui, je penche pour la modestie, moi aussi. C'est vrai que tu vois, il n'a pas voulu faire « Ouais, regardez mon gros patrimoine, moi je pèse, easy ». Mais non, il n'a pas voulu faire ça, Alain Griset. C'est pas, voilà, un nouveau riche qui se la pète et tout, en mode bling-bling. Ouais, il a voulu la jouer sobre et voilà. Sur les 2 Miaoua, j'avais jamais vu ça, pour dire le chat. Enfin bref, est-ce qu'on chauffe pour le dernier sujet sur le variant Omicron avant d'ouvrir le standard aux gens pour qu'ils viennent discuter de ce qu'ils veulent, puisqu'il y a aussi une partie de l'émission en mode radio libre, comme vous le savez. Ouais, mais il y avait un truc dont je voulais parler, mais c'est que j'ai pas de source. J'ai pas la source, c'était juste un truc que j'ai vu passer sur Twitter, il faut que je retrouve une source, qui disait que pour la première fois depuis des siècles, la population mondiale était en train de décroître. Intéressant. Oui. Donc voilà, il faut que je retrouve une source pour vous parler de ça. Et c'est au niveau mondial ou c'est les foyers qui étaient le plus en augmentation qui se sont stabilisés, ou les deux? Alors justement, vu que j'avais pas la source, voilà, je suis pas sûr. Mais ce que j'ai lu, c'est que par exemple la Chine, qui a 1,5 milliard de personnes aujourd'hui, d'ici la fin du siècle, il n'y aura pas 2 milliards ou 3 milliards de Chinois, il y en aura 700 millions.
d'après ces prédictions-là. Donc ça change quand même des prédictions. On nous dit c'est une exponentielle et on va devenir 15 milliards sur Terre d'ici la fin du siècle. Bon, c'est les vaccins de Bill Gates. Il l'avait dit dans la conférence TED. Il avait dit « Je vais réduire la population avec my vaccines ». Et non, pas du tout, je l'ai débunké, allez voir. Est-ce que Bill Gates veut réduire de 10 à 15% la population mondiale? Eh bien, c'était un... Voilà. Après, Bill Gates, ça reste une ordure aussi pour plein d'autres raisons. Hein. C'est pas ça le problème. Oui. C'est juste attaquez-le sur les bons trucs, quoi. C'est comme pour George Soros, moyen attaquez-le sur les vrais trucs. Et médian 1700. Ah d'accord, ouais, moi j'avais retenu que j'avais bon sur le salaire médian, mais j'avais retenu... Ça me paraissait bizarre que le salaire moyen soit moins élevé parce que normalement, du coup, il est tiré par les hauts revenus vers le haut par rapport au médian qui pondère le nombre de personnes qui gagnent réellement ça, quoi. Voilà. Donc, je vous lis un petit édito là d'Europe 1 sur cette question de la population mondiale. C'est un phénomène qui concerne potentiellement toute la planète. Plusieurs pays expriment ouvertement leur préoccupation de voir baisser leur natalité. Citons l'Allemagne, la Chine, la Serbie. En France, Valérie Pécresse promet 900 € d'aide de l'État dès le premier enfant. Quel est le problème démographique de tous ces pays? Le problème, c'est tout simplement le vieillissement de la population, alors que ces pays ne veulent plus faire appel à l'immigration. Le taux de fécondité en France est tombé à 1,87 enfants par femme. Ça veut dire que la population n'augmente plus. Même en Chine, rendez-vous compte, ce taux de fécondité est tombé à 1,3 enfants par femme, donc moins élevé qu'en France. Hein. En même temps, c'est la politique de l'enfant unique. Voilà, mais qui viennent d'arrêter, donc en raison de la politique de l'enfant unique qui avait été mise en place en 1979. La population chinoise, qui est de l'ordre de 1,4 milliard aujourd'hui, va baisser à partir de 2027. Donc effectivement, là, on arrive sur le plateau et on va commencer à baisser. Donc moi, je vois pas en quoi c'est forcément une mauvaise nouvelle. Hein. Après, le vieillissement, effectivement, ça peut poser des problèmes de comment manque tu de bras, soutiens, etc. voilà, c'est ça. Il faut que quand même démographiquement, tu puisses soutenir la population la plus âgée, pas en âge de travailler. Mais alors là, ce qu'ils disent dans l'article d'Europe 1, je trouve ça très intéressant. Ils disent... donc cette situation pose plusieurs questions. Déjà, la question du remboursement de la dette publique, très importante, contractée pendant la crise. Plus il y a de naissances, plus il y aura d'actifs qui vont travailler, payer des impôts et rembourser la dette. Donc plus on peut s'endetter quand on a cette perspective aussi. Oui. Je me prends la tête entre les mains. C'est ça leur premier truc, quoi. C'est genre, oh là, qui va payer la dette? Il faut qu'il y ait plein de connards qui la remboursent, sinon ça... Et je trouve ça ultra intéressant, tu vois, parce que c'est justement toute la question en fait de la croissance perpétuelle. Pour rembourser la dette, il faut une croissance perpétuelle. Démographique croissance aussi. De la production, croissance de la démographie, croissance de tout en fait. Croissance du nombre d'heures travaillées, de la productivité, etc. Et donc là, on nous dit danger, on ne pourra pas payer cette dette absolument fictive parce qu'il n'y aura plus assez de monde, tu vois. Donc ça veut dire faites des enfants pour payer la dette. Ça doit être ça le but de faire des enfants. Enfin, tu vois, on marche sur la tête. C'est un délire. C'est vraiment un délire de dire ça. Donc voilà, la deuxième question, c'est celle des retraites. Alors moi, je pense à la dette tout le temps. Hein. Quand je vais non, mais il y a une solution. Non. Il y a une solution simple, c'est on change le fonctionnement de la politique monétaire, on imprime de l'argent pour les gens, on investit dans l'automatisation des services, on investit dans ces domaines-là sans créer de dette, mais en juste payant les gens et leur donnant assez pour vivre, tout simplement. Ça demande un petit changement effectivement dans le logiciel, mais là, vous voyez à quel point ils sont cancérisés dans leur cerveau par ce logiciel, c'est... Voilà, la dette, il n'y a pas assez d'enfants pour payer la dette. Tu vois, tant que c'est qu'un ajustement de trésorerie à court terme et surtout, une dette à 0%. Alors le problème, c'est que ça crée aussi d'autres mécanismes. Ça peut créer de l'inflation. Il y a plein de trucs, il y a plein d'effets délétères qui sont liés. Mais le problème, c'est surtout d'emprunter à long terme, de ne jamais rembourser le nominal, de toujours se contenter des intérêts. Et justement, et d'emprunter à intérêt, quoi. Donc, de t'enliser durablement. Et plus on imprime de l'argent, plus cette monnaie perd en valeur. Alors, c'est pas aussi simple que ça, Blorkaga. Tout dépend du système, en fait. Puis il y a de la destruction monétaire du système aussi, économique. Exactement, il y a aussi la destruction monétaire. Normalement, c'est par l'impôt qu'on détruit aussi la monnaie quand on a besoin, mais ça demanderait en fait un changement de politique économique générale, vraiment, qui garantit les besoins des citoyens et des citoyennes, mais qui ne garantit plus en fait la capitalisation possible sur des fortunes, sur des milliards, etc. On peut imaginer une monnaie fondante, mais qui est rattrapée par la création monétaire et qui ne crée pas une hyperinflation, parce que ça c'est la grande peur, il va y avoir de l'hyperinflation, etc. Pas forcément en fait, on s'en rend compte, pas forcément. Là, pendant la crise, il y a des milliards et des milliards qui ont été injectés, qui ont été donnés, mais en fait à des gens qui en avaient déjà des milliards, à des grosses entreprises. On a vu la croissance exponentielle de la fortune des déjà milliardaires.
Donc on peut créer de l'argent, c'est juste où il va, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il finance, et est-ce que derrière il faut le rembourser. Est-ce qu'on peut détruire l'argent sans forcément que ce soit... Voilà, est-ce qu'il ruisselle? Non, ah ben non, clairement il ruisselle pas. Donc si on réduit les inégalités, clairement, il y aura plus d'argent en bas et moins en haut. Après, c'est sûr que voilà, si on met un nouveau système en place, il faudra aussi une limite à l'enrichissement. Une limite, voilà, je sais pas, on va mettre 1 million d'euros par an, on peut pas s'enrichir plus qu'1 million d'euros par an. Moi, ça me paraît tout à fait raisonnable. Je pense que c'est même déjà énormément d'argent. On n'a pas besoin de plus. Donc voilà, je dis 1 million parce que c'est un chiffre rond, mais on pourrait mettre à 100 000 en vrai. Hein, tu vois, on pourrait mettre ça à voilà, une limite en fait. Il faut qu'il y ait un plafond et un palier. Un palier en dessous duquel il n'y a personne. Ça, c'est la priorité. Et un plafond au-dessus duquel personne ne peut aller. Parce que en fait, il y a une corrélation entre le bonheur et l'argent qu'on gagne qui, au bout d'un moment, s'arrête en fait. Au bout de, je sais plus combien, quelle est la somme, je crois que c'est 75 000 euros par an, quelque chose comme ça, ou 100 000 euros par an. Le bonheur que vous allez percevoir de gagner plus d'argent, voilà, en fait, puis même ça devient presque maladif. Hein. Moi, j'ai remarqué que, je sais pas si c'est une sorte d'axiome là, ce que je suis en train d'essayer d'inventer, mais l'argent, plus on en a besoin, moins on en veut. On en a juste besoin, et moins on en a besoin, plus on en veut. C'est inversement proportionnel à chaque fois. Parce que en fait, le rapport à l'argent qu'on devrait avoir, d'après moi, le rapport sain, c'est juste de se dire, voilà, je n'ai pas à y penser. Je peux aller au restaurant, je peux aller, je n'ai pas à me demander toutes les 5 minutes. Et après, ne pas y penser, ça dépend de ton mode de vie. Hein. Quand ne pas y penser, c'est prendre un jet privé pour aller sur une île paradisiaque tous les jours de la semaine, différente. Bon, bah, forcément, hein, tu ne pas penser à l'argent, faut gagner des millions. Hein, ouais, bien sûr. Moi, je disais ne pas y penser dans le sens, t'as pas de pression pour payer ton loyer. Tu sais que ton loyer, il va être payé. Tu sais que t'as assez pour t'acheter à manger. Tu sais que tu peux aller au cinéma 1 ou 2 fois par mois sans que ça te fasse un trou dans le budget. Tu sais que tu peux offrir des cadeaux à tes enfants à Noël. Voilà la base, quoi. Mais si tu veux leur offrir des yachts à tes enfants, comment tu fais? Eh oui, tu n'y as pas pensé. Pense aux pauvres gens là qui veulent offrir des yachts à leurs enfants. Tu veux que les enfants soient malheureux? C'est ça que vous voulez, monsieur Vision? On peut imaginer qu'il y a des yachts d'État qui sont louables par les travailleurs et les travailleuses, tu vois, 1 semaine ou 2 semaines par an. À la limite, pourquoi pas? S'il y a des gens vraiment, c'est leur but dans la vie de pouvoir passer leurs vacances sur un yacht. Pourquoi pas? Mais il faut arrêter avec la possibilité que chacun ait son propre yacht et de faire miroiter aux gens qui vont acheter leur propre yacht. Ça n'a aucun sens. T'as vu le yacht de Jeff Bezos, par exemple? C'est un paquebot, le truc. C'est une ville mobile. Bon. Un pédalo amélioré, arrête. Bon, il est joli, bon, voilà. Tout de suite. Non, mais, voilà. Bon, pour moi, vous n'avez pas l'amour des belles choses, monsieur Vision. La priorité d'une politique monétaire, ça devrait être de faire en sorte que personne ne soit à la rue, que personne n'ait faim, que tout le monde puisse avoir accès à une éducation et que personne n'ait une pression qui l'empêche de dormir la nuit, voilà, parce qu'il sait pas comment il va payer son loyer, comment il va nourrir ses enfants. Ça peut arriver à tout le monde. Rien que, tu vois, ça me fait penser, aujourd'hui, je parlais à un pote qui me dit ah, tu te souviens de tel voisin? Je fais ah ouais, je me souviens, on avait fait une soirée chez lui. Il me fait ouais, je l'ai croisé aujourd'hui, il est à la rue depuis des mois et tout. Putain. Oh là là. Ouais. Et quand ça touche les gens que tu connais, là, tu te dis putain. Ouais. Alors que en fait, ça touche plein de gens, même si tu les connais pas. Hein, mais... Complètement. Et des gens qui travaillent, qui vivent dans leur voiture, des gens qui, tu vois, c'est pas des feignants qui voudraient plus participer à la société ou je sais pas quoi. Combien de gens sont travailleurs miséreux? J'ai connu quelqu'un comme ça qui avait un boulot et qui vivait dans sa voiture. C'est la plupart des gens. Et je me souviens, du coup, je l'ai hébergé gratos. On a vécu à 2 dans un studio de 22 mètres carrés dans le 93. Heureusement qu'on s'entendait bien parce que c'était un peu compliqué. Voilà, et tu vois, pendant ce temps-là, il était plus considéré comme SDF, hein, et tu l'hébergeais, donc voilà, mais en fait, ça touche des millions de gens qui sont hébergés par des potes, hébergés par de la famille, qui trouvent des solutions. Mais c'est du mal logement aussi. C'est du mal logement, exactement. Donc on considère qu'il y a 300 000 personnes à la rue, mais en fait, il y a des millions de gens qui sont dans des difficultés à cause de la propriété lucrative des logements qui empêche les gens de se loger, tout simplement. Donc, Bolloré est un philanthrope, il offre une éducation gratuite avec Silius. À mettre au crédit de Bolloré, effectivement. Quelle éducation, hein. C'est pareil, avoir arrêté les guignols, je trouve que c'est une bonne chose. C'est pas bien de se moquer des gens comme ça. C'est vrai. Fallait qu'on ma vidéo sur les guignols où j'explique que c'est un petit peu plus compliqué que ça, même si Bolloré est un enculé quand même. Bon, voilà. Disons les choses, no cap. Non, il fallait arrêter les guignols car c'était trop jugeant et trop second degré comme humour. Moi, je ne sais pas. On ne doit pas se moquer, on doit être respectueux. Donc voilà, c'est normal.
Et il avait même enlevé le rouge du logo des Guignols qu'ils avaient gardé pendant presque 30 ans. Et sur les dernières saisons, c'était du bleu, un bleu UMP. Je ne sais pas si en même temps, c'était assez cohérent avec l'évolution. Hein, C'était assez cohérent avec l'évolution. On arrête le sang. Maintenant, on va faire quelque chose de plus familial. Oui, c'est ça. On va se moquer de la télé-réalité. Ils ont changé leur fusil d'épaule et c'est pour ça d'ailleurs aussi que ça marchait. Ils ont changé les auteurs, ils ont changé tout. Hein, mais évidemment. Allez voir ma vidéo. On renvoie les gens à ta vidéo. Voilà, je dis tout en 9 minutes, donc c'était de l'humour. C'est la vidéo la plus vue de ta chaîne, non? Avec celle sur les débats. Ah bah oui, on est à 301 000 vues. 301 000 vues. Ouais. Enfin, plus de 300 000 quoi. Joli. Bah pour ma chaîne, oui. Alors, je n'ai pas pris d'eau, je vais me chercher une petite bouteille d'eau, je reviens derrière. Ah, t'es jaloux? Moi j'ai de l'eau et regardez, alors vas-y. Ouais, j'en ai pas justement. Va chercher un pot de confiture là, on connaît. Et alors la technique, c'est que vous mettez un fond d'eau. On va faire un tuto eau fraîche. En cette saison, c'est vrai que on pourrait se dire c'est nul, mais en fait c'est bien. Et vous mettez ça au congélateur, et juste un fond, et après vous rajoutez de l'eau et vous avez de l'eau glacée tout le temps. Bonus, vous pouvez le faire avec d'autres boissons. Vous pouvez le faire par exemple avec de l'ice tea à la mangue et faire des vidéos dessus pour dire que la mangue est raciste. Non, j'arrête. Après Psycho il dit oui, Daimon il est bloqué depuis sur la mangue, mais non. J'ai juste arrêté de regarder la chaîne de Psycho. Qu'est-ce que vous nous dites? Et les milliardaires dans le besoin, monsieur Vision? Oui, effectivement. D'ailleurs, je vous invite à écouter ou réécouter, ou regarder même, je crois qu'il y a la version vidéo, le débat sur la Jet Set, des débats de Gérard. Réseau Salariat qui nous suit, pardon. Yes. Merci beaucoup le Réseau Salariat de nous suivre sur Twitch, quel plaisir. Ici on représente le Réseau Salariat. Donc force à vous, bravo. C'est vrai qu'on fait de la pub régulièrement pour leurs idées en tout cas. On fait pas une émission sans parler du salaire à vie. Bah voilà, on l'a fait. Complètement. On l'a fait tout à l'heure. Ouais, complètement. Bah, gros SO au Réseau Salariat, grosse force. Le combat continue. Hein. T'as la fenêtre ouverte et une polaire. C'est pas un peu contradictoire, mais en fait, j'ai coupé le chauffage et j'ouvre la fenêtre parce que Mais c'est la Corse, les gens. C'est bon, il fait 38 degrés là-bas. Vous inquiétez pas. Et regardez, pour les gens du chat de Zioclo qui disent que je ne suis pas corse, regardez, où est-ce que je pourrais trouver ça si je n'étais pas corse? De la Saint-Georges, les amis. Vous ne savez même pas ce que c'est. Moi, je vois une bouteille avec un S, mais. C'est la Saint-Georges. Faut secouer ta bouteille pour la dynamiser avec les ondes de mangue. Ah, peut-être, ouais. Effectivement. Normalement, l'eau gardera la mémoire de la mangue. Il y a moyen. Et que penses-tu de la troisième dose? Je me suis justement. Le Réseau Salariat qui s'est tapé une pub. Je suis vraiment désolé pour les pubs sur Twitch. C'est pas moi qui décide. C'est comme ça. C'est très chiant. C'est très chiant. Je suis le premier à être. Je crois que je touche même pas d'argent en plus dessus. Bon, pas que je le veuille particulièrement parce que l'argent de la pub me dégoûte. Mais ouais, j'ai pas le choix malheureusement pour les pubs. PTDR, j'ai Google, yo Jeff Bezos, il y a 2 plateformes hélico sur le bateau, c'est cringe. Mais oui, mais si tu dois faire des interventions rapidement, ou je sais, si t'as des blessés, tu vois, ou des gens à évacuer. Il y en a 2 quand même, c'est ça qui est... Tu vois, mais il pourrait y avoir beaucoup de blessés. Ou imaginez... C'est vrai que vu la taille du truc, il peut y avoir beaucoup de monde dessus. Le premier hélicoptère, il a un problème, bim, il n'y a pas besoin, hop, c'est pas grave, il y a une autre piste pour faire partir un autre hélicoptère. Bon, ça veut dire qu'il faut avoir 2 hélicoptères. Ouais, je sais pas. C'est une organisation, hein, frère. Ne critiquez pas l'organisation des milliardaires. Vous êtes milliardaire? Vous avez des pistes d'hélicoptères? Non. Alors, ne parlez pas des problèmes que vous ne connaissez pas. Je pourrais faire une courte intervention après. Évidemment, il y aura une partie radio libre et c'est pour ça que je vais tout de suite lancer mon dernier sujet. Le variant Omicron, encore plus contagieux que le Delta. Eh ben oui, mais ça c'est comme dans Dragon Ball Z, tu vois, tu te disais bon, ils vont pas pouvoir faire plus fort que Freezer. Et il y a Cell, et après il y a Boo, et du coup je sais pas, est-ce que c'est Akira Toriyama qui s'occupe du Covid en termes épidémiologiques du Covid. En tout cas, je pense qu'il devrait mettre Akira Toriyama sur le coup. Mais je m'éloigne beaucoup de mon conducteur. Alors, la raison de Omicron, alors, moi, ma théorie, c'est plutôt qu'Omicron, c'est plutôt un perso filler, tu vois, c'est genre comme couleur. En fait, on en fait beaucoup, mais en vrai, il est pas si... Il était fort, mais bon, c'était un truc de, tu vois, d'OAV sur le côté, comme ça. Je crois qu'Omicron, c'est ça, en fait. On se fait tout un film, mais en vrai, je sais pas. C'est analyse geek complètement sans fondement, de ma part. Merci. Eh bien, nous verrons. Donc la raison de cette contagiosité accrue, c'est les mutations en plus grand nombre que le Delta par rapport à la souche originelle. Donc déjà ici, un premier article de France Info que je vous partagerai. Je vous en ai
sélectionner un petit florilège. Donc ouais, plus de mutations que pour le Delta par rapport à la souche de base, notamment dans la protéine Spike. 34 contre 8 pour le Delta dans plus de 60% des séquences disponibles. Alors on a une carte qui a été faite par un hôpital italien sur le coup. Donc, tu peux nous mettre le lien. Accetta, j'accepte. Je vais vous mettre le lien sur les deux chats. Alors, on nous dit, est-ce que du coup, Pfizer, c'est Sangoku Je sens un doute. Non, moi j'avais résumé en disant que Didier Raoult, c'était Hercule et qu'à la fin, Hercule, c'était quand même lui qui sauvait le monde. Donc, j'avoue. Parce que les gens croyaient que c'était lui le plus fort. Mais je vous renvoie ma vidéo où j'en parle. J'essaierai de la retrouver. Mais j'avoue, du coup, si Raoult c'est Hercule, qui est Sangoku? C'est ça la question que je pose. C'est Étienne Klein. Parce que j'ai envie, m'emmerdez pas. Depuis le début. Donc à gauche. Et Loni Besançon, c'est Krillin du coup? Non, je pense que c'est Dendé. Ah. Parce que les gens pensent que tu vois, en fait, Osef, il est un peu jeune, mais c'est quand même lui qui devient Dieu, en fait. Donc. Attends, tu compares Loni Besançon avec Dieu, c'est. Mais c'est ma nouvelle religion. Très très loin là. Loni Besançon, tu es ma nouvelle religion. Ça lui fera plaisir. Je le notifierai sur Twitter, il va pas comprendre. Donc à gauche, vous avez le Delta. Donc voilà, ils disent 8 résidus de mutation dans 60%, dans plus de 60% des séquences disponibles, et alors que 34 pour le Micron. Et vous avez une petite cartographie qui a été faite pour la protéine Spike. Je vous y renvoie également. Je vous y mettrai le lien lors de la rediff. Alors, on a toutes les raisons de penser que les vaccins actuels protégeront des formes graves d'Omicron. En fait, on a peu de données disponibles étant donné le caractère récent de cette résurgence de ce nouveau variant qui était principalement localisé en Afrique du Sud, dans les pays limitrophes, et qui commence à s'exporter un petit peu partout, mais voilà, un petit peu manque de recul. Mais il est également probable que, comme pour le Delta, ils seront moins à même de limiter la transmission. Et là, je vais vous citer le professeur à ce sujet, le professeur Michel Goldman, médecin et immunologue belge. Il n'est pas à exclure qu'il faille concevoir un nouveau vaccin pour cette nouvelle souche. La question qui se pose aujourd'hui est de déterminer si l'on doit considérer Omicron comme un variant possédant un degré de mutation, de variation plus important que les précédents, ou s'il ne faut pas carrément le considérer comme un nouveau virus. Cela, nous ne le savons pas encore. Des propos qui sont relayés par France 24 ici, que je vous partagerai également. Que sait-on du variant Omicron? Et il y a une longue interview justement de Michel Goldman à laquelle je vous renvoie. Enfin, une longue interview. Donc, de longues réponses à des questions. Et on a aussi Anthony Fauci qui se montre, El Famoso Anthony Fauci, qui se montre rassurant sur le coup, en expliquant être quasiment certain, je cite, que le variant Omicron ne génère pas plus de cas graves que le Delta en proportion, même s'il est plus facilement transmissible. Donc oui, même s'il en génère autant, mais il y a même peut-être un espoir qu'il génère moins de cas graves. Mais s'il est beaucoup plus contagieux, il y aura in fine plus de cas graves. Donc il faut mettre ces deux éléments en balance. Évidemment, il y a Pfizer aussi, étonnamment, on est étonné, qui se montre rassurant en affirmant que son vaccin sera efficace aussi face à ce variant, mais avec une troisième dose qui multiplierait par 25 la neutralisation de la spike par les anticorps comparé à ceux qui ont 2 doses, ramenant le niveau de protection à un niveau comparable à la double dose, mais sur la souche originelle à l'époque. On a vu des chiffres notamment, non seulement sur 95% d'efficacité en moyenne pour ceux... pour être protégé contre la transmission, et aussi moins de transmissibilité, 12 à 15 fois moins sur la première souche, et je crois aussi sur l'alpha, mais sur le delta c'est plus du tout le cas, et sur l'omicron il y a des chances que ça le soit encore moins. Donc tout ceci est évidemment issu d'un communiqué conjoint de Pfizer et BioNTech. J'ai pas pu trouver les essais qui mentionnent, donc gardons tout ceci au conditionnel pour le moment, parce que source Pfizer et ta gueule, pour l'instant c'est tout. Le groupe pharmaceutique explique néanmoins travailler sur une nouvelle formule depuis le 25 novembre. Il serait temps, parce que ça fait déjà depuis le Delta, en fait, ils auraient dû commencer, selon moi, à bosser sur ça justifiait de commencer à bosser sur une nouvelle formule, étant donné que la formule originelle était quand même beaucoup moins efficace dessus. Donc je vous partage quand même le communiqué relayé par Business Wire de Pfizer BioNTech, si vous souhaitez, si vous parlez anglais et que vous souhaitez lire un petit peu plus dans le détail. Alors eux disent qu'ils ont des données sur lesquelles ils s'appuient, mais j'ai pas vu de lien sur les données, donc
Et j'ai pas eu trop le temps non plus. Donc je vous le partage et je vous invite à faire vos propres recherches. Vous savez, vous connaissez le motto en la matière. C'est la formule consacrée. Exactement. Du coup, c'est sel. Ouais, je sais pas si on est arrivé à l'arc-sel tout de suite. 95%. C'est peut-être C19 ou C20. Là, c'est pour les fans. Ouais, je sais pas. Je sais pas si ouais, ça sous-entend, si on les compare aux Android ou à Cell, ça sous-entend qu'ils ont été fabriqués en laboratoire par le Dr Gero. Ah oui. Attention. Ils se sont enfuis du laboratoire. Ils se sont rebellés. Ah, finalement, ta comparaison est meilleure que ce que je pensais. Aïe, aïe, aïe. Ça multiplierait par combien leur chiffre d'affaires? Ah, c'est peut-être une question à se poser aussi, ouais. Mais oui, c'est sûr que eux, ça les arrange beaucoup plus de continuer à refourguer l'ancienne formule qu'à en développer une nouvelle. Donc c'est pour ça qu'ils ont autant traîné les pieds. Parce que développer une nouvelle formule, ça coûte de l'argent. Alors que, voilà, une qui est déjà établie, la recherche et développement est déjà effectuée, les tests sont déjà faits. Si la phase 3 n'est pas encore terminée, évidemment, il y a les phases qui se chevauchent, hein, on le rappelle à chaque fois. Hein. Que la phase 3 soit pas terminée n'empêche pas d'être en pharmacovigilance pour nous, pour le reste de la population. Donc un équivalent. Au calme, qui nous disent ce qu'on doit répéter à chaque fois. Ils doivent surtout lever les brevets parce que tant que tout le monde ne peut pas se vacciner, il y aura toujours des variants qui rendront les vaccins inefficaces. Et oui, parce que moins il y a de gens qui peuvent se vacciner, alors qu'ils le veuillent ou qu'ils le peuvent, hein, mais peu importe, in fine, c'est quand même le même résultat. Plus il y a un pool d'humains, et puis en plus il y a la problématique des immunodéprimés. Parce que justement, ça c'est plus compliqué. C'est cool qu'ils abordent ça sur ton chat. Souvent, je disais, moins il y aura de gens vaccinés, plus il y aura un pool d'humains grands qui donneront des opportunités plus grandes de mutation. Et du coup, l'émergence d'un variant problématique. Parce qu'en fait, des mutations, il y en a tout le temps, mais ce qu'on répertorie, c'est les variants les plus contagieux, parce que du coup, c'est quelque chose qui est plus facilement mesurable aussi, et c'est quelque chose qui est plus facilement repérable. Alors, est-ce que l'apparition de nouveaux variants, c'est juste dû au fait qu'il n'y a pas beaucoup de vaccinés à un instant T dans un endroit En fait, c'est pas forcément que ça. En Afrique du Sud, effectivement, il y a un taux de vaccination et de double vaccination qui était assez faible, il faut le préciser. En Afrique en général. Hein. Mais en fait, le problème des personnes immunodéprimées change un petit peu la donne, étant donné que même si elles sont vaccinées, déjà la vaccination marche moins sur elles, et que les virus ont plus d'opportunités de muter chez ces personnes-là, justement, qui seraient des sortes d'incubateurs à variants. Alors, je rentre pas plus dans les détails parce que au-delà, ça va un peu au-delà de ma compréhension, justement, mais je vous relate les faits que j'ai trouvés à ce sujet, par souci d'exhaustivité, et de compléter ce que j'ai dit dans les précédentes chroniques, évidemment. Salut le chat de Palace. Est-ce qu'on a des questions par rapport à ça? Est-ce qu'on lever des brevets, c'est tout. Lever des brevets. Eh ben écoutez, on peut finir cette chronique là-dessus. Pfizer, on vous regarde. C'est Joseph Stiglitz qui a appelé à lever des brevets récemment. Grand économiste qui d'habitude est écouté et respecté. Là, je sais pas s'il sera écouté et respecté. Parce qu'il faut pas attendre que ce soit les labos qui le fassent, évidemment. Donc, mais peut-être que la santé pourrait arrêter d'être un marché un jour pour finalement devenir un droit. Du moins, je l'espère. Et ça restera notre combat. Parce que c'est notre projet, je l'ai. Parce que c'est notre projet. Et c'est peut-être pas le même que celui de Macron, évidemment. Ça fait 5 ans qu'on l'use jusqu'à la corde, ce même. Hein. Je continuerai jusqu'à ma mort. Jusqu'à ta mort, très bien. Voilà, bah écoute, on va pouvoir accueillir les personnes qui le veulent. S'il y a du monde, il faut... Vas-y, on va mettre le lien sur les deux chats, ouais. Tout à fait, on va mettre ce lien immédiatement. C'est quoi ce live, Kali? On est en plein délire ou quoi? Non, c'est à cause de moi. J'ai pas dormi et du coup, je mets des samples tout le temps. Oui, tout à fait. Il y a Tartiflette qui est là, on va la faire monter. Ou le faire monter, je ne sais pas. Salut Tartiflette. Alors attends, faut qu'on enlève ça. Hop. Pareil pour moi. Allô Tartiflette, es-tu là? Et je mets le lien dans le chat. Le son du live. Parfait. Et bonsoir. Comment est-ce Yoji? Bonsoir. Oh, ça va. Je vis ma petite vie sur mon petit caillou, c'est sympathique. Enfin, sur l'île de la Réunion. Ah, j'allais te demander si tu mangeais de la tartiflette, mais sur l'île de la Réunion, peut-être pas trop du coup. Non, ouais, pas du tout en fait. C'est juste que le pseudo est très sympathique. Moi, c'est mon plat préféré. Mais on n'était peut-être pas. T'étais peut-être pas venu pour nous parler de cuisine. Sur quoi tu voulais réagir? Non, j'étais venu parler de ma difficulté lorsque je vais voir des militants
que ce soit sur la toile ou dans des permanences de parti, sur la primaire populaire. Et donc sur internet on se fait traiter de SOSDEM alors que bon moi il me semble que le socle commun n'est pas très SOSDEM. C'est que Usul se fait traiter de SOSDEM maintenant donc. Oui bon. Mais je sais pas, moi je trouve ça assez radical et puis j'étais content de voir comment elle s'appelle, Hidalgo, je crois qu'elle a ouvert la porte à faire ça et je suis énervé par le camarade Méluche qui dit bah non, pas de question, etc. Alors qu'il est favori, putain. Enfin, Donc pour toi il aurait toutes les raisons de le faire et il le fait pas pourquoi? Par ego ou par calcul? Bah il n'a pas les mêmes éléments que moi d'après moi pour prendre sa décision. C'est un homme intelligent qui connaît mieux la politique que moi, sauf que moi avec les données que j'ai, il fait une erreur. Maintenant, il a certainement plus de données que moi. On l'espère pour lui. Voilà. Et je connais pas votre avis sur la primaire populaire à tous les deux. Avez-vous signé l'appel Le truc qui est compliqué avec la primaire populaire, c'est que tous les gens qui vont y participer vont respecter le truc s'ils gagnent. Mais s'ils gagnent pas, en fait, qu'est-ce qui nous garantit qu'ils vont pas continuer leur candidature? Et du coup, à quoi ça sert en fait? Je pense que c'est plutôt ça le raisonnement. C'est à quoi ça sert d'aller prendre tous les risques dans une primaire que finalement je vais respecter que si je gagne, tu vois. C'est un peu cette idée-là. Et je pense que Mélenchon, c'est ça aussi. Il va pas suspendre sa campagne s'il perd à la primaire. Donc, vu qu'il a pas envie de faire ça, pourquoi est-ce qu'il irait se mettre là-dedans, tu vois? Et je suis d'accord que politiquement, on aurait besoin d'une candidature unifiée, d'être tous autour d'une seule personne, ce serait beaucoup mieux. Mais bon, c'est pas malheureusement la route qu'on prend et je crois pas que la primaire soit la réponse, la primaire populaire soit la réponse à ça. Mais il se trouve que enfin, je veux dire, en 2017, moi je me rappelle de la campagne. C'était la première fois que je militais. Il y avait un engouement autour de Mélenchon, quoi. Je veux dire, il y avait des gens qui ne le connaissaient pas. Il a été bien plus médiatisé d'après moi, hein, peut-être que je me trompe, mais il a été bien plus médiatisé sur la période 2017-2022 que sur la période 2012-2017. Je me trompe ou pas? J'ai pas l'impression, moi, mais justement, j'ai un peu l'impression que il a un peu fait son temps, Mélenchon. En tout cas, ce sera sa dernière, à mon avis. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec le programme, mais il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec son programme, mais qui veulent pas voter pour lui aussi. Hein. C'est un constat, moi, de plein de gens avec qui j'ai discuté, qui disent oui, sur le fond, ok, mais en fait, juste Mélenchon lui-même, voilà, je lui fais pas confiance, son personnage me plaît pas, ou pour X ou Y raison, ont peut-être voté pour lui en 2017, mais vont pas le refaire. Voilà, donc est-ce qu'il est toujours pertinent? Est-ce que c'est lui qui fait le plus grand consensus sur son nom? Je continue de le croire, mais on peut pas non plus parler de consensus dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec sa candidature. Donc voilà, pour moi c'est la dernière sonata hein, là de Mélenchon, c'est sa dernière chance. Après terminé. Hein. Mais du coup, est-ce que, pour reprendre ta question, elle est dans ton sens, Tartiflette, est-ce que, vu que c'est un peu la candidature de la dernière chance, en tout cas je le perçois comme ça, c'est pas le moment de tout tenter et de effectivement mettre sa ceinture en jeu et de dire voilà, je participe à cette primaire pour montrer que je suis le candidat légitime de la gauche parce que j'ai eu cet aval là de la primaire. Peut-être qu'il est moins légitime maintenant justement, mais. Et puis en plus, je veux dire, si en cas de défaite en 2022. Si aux législatives on a des PS, LFI, communistes et socialistes, moi je sais que le Parti socialiste est encore assez fort à l'île de la Réunion, parce que c'est pas la même histoire de trahison, c'est pas la même chose qu'en métropole. Le quinquennat Hollande est moins passé, enfin. Le Parti socialiste a encore une existence à l'île de la Réunion. On se retrouvera, je sais pas si on est au niveau national, mais on se retrouvera avec aucun député de gauche à l'Assemblée nationale en cas de défaite à la présidentielle et bah voilà, ça serait dur quoi.
Il y a une chose qui est sûre, c'est que si la gauche ne s'unit pas derrière un candidat, la vraie gauche, pas le PS, c'est sûr qu'il n'y aura pas de candidat de gauche au deuxième tour. Ça, on en est certain. Moi, je continue de penser que Anne Hidalgo, ce n'est pas le PS de François Hollande. Ce n'est pas Manuel Valls. Enfin, c'est pas tant. Enfin, c'est Hollande et Valls qui ont tué le PS, pas le PS qui s'est suicidé. Je veux dire, au alors, PS. Quand même, moi, je suis d'accord en partie avec toi, Tartiflette, dans le sens où peut-être qu'il y a en fait des vraies fractures à gauche et que c'est pour ça aussi qu'il ne peut pas y avoir de candidature unifiée. S'il y a des vraies divisions, ben, il n'y a pas de raison de s'unir, tu vois ce que je veux dire, en faisant semblant alors qu'on n'est pas d'accord sur le fond. Et clairement, entre le PS actuel, comme tu dis, le PS de Manuel Valls, de Hollande, enfin pas actuel, mais le PS ces dernières années, quoi, celui de Manuel Valls, François Hollande, Cazeneuve, toute cette équipe-là, clairement, ben, c'est pas la même chose que les gens qui vont voter Mélenchon, tu vois. Et je pense que Hidalgo, malgré tout, les gens qui vont voter Mélenchon, ils n'iraient pas voter pour Hidalgo parce que c'est pas le même programme, c'est pas la même gauche, c'est pas la même vision du monde, c'est pas les mêmes objectifs, les mêmes enjeux. Pareil pour Jadot. Hein. Jadot, c'est pas exactement les mêmes priorités. Alors oui, il y a l'écologie, mais au-delà de ça, bon. Donc, est-ce que ça a du sens de s'allier avec Hidalgo, Jadot, alors qu'il y a peut-être une vraie fracture, tu vois, entre la gauche plus libérale et une gauche un peu plus à l'ancienne, socialiste à l'ancienne, quoi. Est-ce que en cas d'alliance, enfin, je veux dire, on est dans une monarchie républicaine, et est-ce que ça s'appelle la 5e je veux dire, voilà, c'est ça. Donc, dans le cadre de la monarchie républicaine, à partir du moment où c'est Mélenchon ou moi je suis, enfin, bon, moi j'adore François Ruffin parce que c'est lui qui m'a fait passer de Soral à la gauche avec différents. Ah, t'es passé du canapé rouge à la cuisine rouge du coup. Ouais. Ouais, c'était avec le film Les Nouveaux Chiens de Garde que ça a commencé, et puis Lordon, tout ça. Mais tu vois, dans le chat, Sadrami dit moi ça me fait un peu ça avec Mélenchon, je préférais plairait plus. Mais du coup, à partir du moment où on est dans une monarchie présidentielle, à partir du moment où dans l'hypothèse où les autres candidats se rangent derrière Mélenchon, qu'est-ce qui oblige Mélenchon à les prendre dans son gouvernement? Moi, c'est un truc de politique que je ne comprends pas. Oui, mais les prendre dans son gouvernement, s'il est élu, ça veut dire qu'il faut que d'abord les gens se rallient à lui, quoi. Il y a Bourrechet qui nous dit qu'il faudrait qu'il se rapproche de Poutou. Ils ont perdu la primaire, qu'ils n'ont aucune chance de gagner, qu'ils n'ont pas envie de faire 5% et d'être vus dans l'histoire comme ceux qui ont fait perdre la gauche en 2022. C'est une lourde responsabilité à porter quand même pour Jadot et comment elle s'appelle? Hidalgo. Hidalgo, oui. Ouais, c'est une lourde responsabilité à porter, donc ces deux personnes-là ont tout intérêt à se ranger derrière le camarade Méluche. Et après, t'as Hollande, là je voyais hier Hollande était chez Guillaume Play, quel Play, c'était incroyable, et qui disait oui, Mélenchon est le boulet de la gauche, c'est lui qui divise la gauche, c'est à lui s'il était vraiment socialiste, ben, il serait resté au Parti Socialiste, alors que quand même, faut rappeler. Et la dernière fois, il y avait un super live chez Cassandre avec Raz et Cassandre qui regardait un documentaire justement sur toute cette période 2007-2017 et notamment l'élection de Ségolène Royal. Enfin, l'élection, sa victoire à la primaire et son élection. Et tu vois le jeu que Hollande a joué ultra malsain, à pas soutenir Ségolène, à jouer les divisions pour pas qu'elle soit élue, pour pouvoir passer derrière, etc., à être vraiment une espèce de stratège ultra malsain, obsédé par sa propre victoire à la présidentielle. Voilà, c'est eux qui ont détruit la gauche et qui ont fait énormément de mal à la gauche. C'est pas Mélenchon. Mélenchon, il a quitté le PS parce que justement, précisément, Hollande était en train de détruire le PS de l'intérieur et que c'était horrible en fait. Donc Mélenchon, il a suivi ses idées, tu vois, il a été honnête avec lui-même, il a fait ce qu'il fallait. Donc je dis ça par rapport aux gens qui pourraient dire à l'inverse, c'est Mélenchon qui divise la gauche. Mais après, est-ce que entre un Hollande et un Mélenchon aujourd'hui, il y a une alliance possible? Tu vois, je dis Hollande, mais pour moi, on pourrait mettre Hidalgo, on pourrait mettre Jadot, Hollande... tu vois, ou Macron. C'est cette, tu vois, et la logique, c'est beaucoup plus d'aller vers Macron.
en fait, pour ces gens-là, pour les Valls, les Hollande. C'est lui qui est beaucoup plus représentatif. D'ailleurs, Valls est à la traîne, tu vois, il n'est pas du tout dans cette gauche LFI. C'est dur d'identifier Valls à quelque gauche que ce soit. Hein. Ouais, non, mais tu vois, il est à la gauche de à la traîne de Macron. C'est Macron qui le représente vraiment, quoi. Donc voilà, c'est effectivement le PS. Pour moi, ils sont légitimes à avoir leur candidat. Il s'était fait conduire, hein, rappelle-toi, il avait essayé. Hein. Complètement, bien sûr. Mais oui, parce qu'il est, lui aussi, il est toxique. Il est comme l'autre là, il est radioactif, comme on disait. Mais en vrai, voilà, le PS, ils sont beaucoup plus légitimes à aller du côté de Macron qu'à chercher à ramener un Mélenchon. Et Mélenchon, lui, il incarne une autre gauche, en fait, une autre vision de la gauche qui, pour moi, est le socialisme à l'ancienne. Je parle même pas d'extrême gauche. Hein. C'est le socialisme à l'ancienne. Donc voilà, c'est un PS qui n'a pas trahi, c'est ça Mélenchon. Je suis d'accord. Après, moi je pense que Madame Hidalgo aurait fait partie des frondeurs du temps de comment il s'appelle, Hollande. Ah oui. Pour moi le PS ça reste des gens qui pour beaucoup se sont encartés à 18, 20, 25, je sais pas, se sont encartés à un certain âge et par choix de carrière politique sont restés dans ce parti, mais les idées restent ancrées à gauche et pour certains sont restés au PS et n'ont pas rejoint le parti de gauche puis la France Insoumise parce qu'ils n'avaient pas les opportunités en question et ça je le vois par rapport à différentes je le vois par rapport à, je me souviens d'une législative partielle où j'avais été, la législative de 2017, où j'étais parti voter pour un camarade de LFI que j'avais croisé, avec qui j'avais discuté pas mal de fois. On était un petit groupe LFI à La Réunion, et donc je croise un électeur comme ça, et puis je lui demande pour qui il va voter, et puis il me dit pour la gauche, pour un tel. Moi, je savais pas qui c'était l'autre un tel, mais il y a, pour moi, au Parti Socialiste, il y a encore beaucoup de gens de gauche qui sont susceptibles de se rallier à. Ensuite, Madame Hidalgo, je sais qu'elle a fait alliance avec les écologistes, même si je n'aime pas l'écologie telle qu'elle est. Enfin, je suis pro-nucléaire. Et je suis énervé par le fait qu'il y ait pas un seul courant écologiste en Europe, à ma connaissance, en Allemagne et en France. Il y a pas de pro-nucléaire. Et donc ni LV ni Die Grüne, je crois qu'il s'appelle en Allemagne. Oui, voilà. Enfin, les Verts en Allemagne. Ils ont une tradition moindre en termes de nucléaire aussi. Il y a Cédrani qui nous disait tout à l'heure, il faudrait peut-être qu'ils se mettent d'accord sur des points essentiels à la gauche afin de gagner et se foutre sur la gueule une fois élu. Oui, effectivement, rien n'empêche d'être frondeur derrière si tu es plus ou moins proche du gouvernement ou de te remettre dans l'opposition. Mais bon. Alors, je demande au chat. Je demande donc à tous les chats. Pensez-vous que Hidalgo est de gauche? Gauche. Non, c'est un bon sondage à faire. C'est un bon sondage. Voilà, on fait la question. Mais effectivement, pour moi, tu vois, l'alliance entre Hidalgo ou droite. Mélenchon, Hidalgo ou Hidaldroite, voilà. Ou Hidroite-go, je sais pas. Bon. Mais l'alliance, par exemple, entre un Bernie Sanders, pour aller vite, tu vois, aux États-Unis, ils ont un seul parti pour toutes les strates de la gauche, donc de Bernie Sanders à Joe Biden. Là, on dit beaucoup de noms, beaucoup de noms, non, MDR, bof, non, MDR, non. Ok, bon, donc il n'y a pas un seul oui de mon côté. Donc tout le monde dit non. Et tu vois, voilà, est-ce que ça a du sens de s'allier avec gauche caviar, Hidaldroite. Voilà. Est-ce que ça a du sens de s'allier avec cette gauche-là, sachant, on le sait, tu vois, on a zéro doute sur le fait qu'ils vont trahir. C'est comme dire, on va s'allier avec Manuel Valls parce que, imaginons que Manuel Valls est du pouvoir du clout et qu'il soit à la place d'Hidalgo, dire il faudrait s'allier avec Manuel Valls. Voilà, on sait bien qu'il faut pas s'allier avec Manuel Valls quand même, on le sait, tu vois. C'est donc, si on est vraiment de gauche, quel serait le sens, tu vois? Pardon? Valls, il ne s'est pas présenté en 2017, c'est juste il s'est présenté à la primaire. Il a perdu. La primaire, oui. Parce qu'il est nul et que tout le monde le déteste. Oui, il s'est présenté à la primaire et derrière, il n'a pas soutenu Hamon. Je sais plus s'il a rejoint explicitement ou il a essayé. Genre, il a trahi le résultat de la primaire et il s'est fait jeter. Donc lui, il a perdu sur tous les tableaux. Bravo.
Voilà. On a Sofiane après une Manuel Valls, voilà. Si tu veux. Ouais, et donc, on va le faire monter, on l'a fini avec Tartiflette. Oui, vas-y. Admettons politique fiction que comment il s'appelle que Anne Hidalgo rejoigne comment il s'appelle Mélenchon, que Jadot rejoigne Mélenchon, Roussel et Montebourg, qu'ils le rejoignent et que derrière il ne fasse pas sa campagne, et ben tant pis, on a une place, on a peut-être une place au second tour. Et qu'ils le soutiennent ou pas, en fait, tant pis, on n'aura pas ce poids des gens, et ce sont les électeurs qui vont décider. C'est-à-dire que derrière des électeurs verts, quand bien même Jadot dirait je soutiens Macron, les électeurs verts, ceux qui marchent pour le climat, etc., ils vont pas se dire soudainement ah bah si Jadot dit ça, alors je vais voter Macron. Je serais surpris. Ouais, mais donc, du coup, ça sert à quoi de participer à une primaire si au final derrière Jadot et Hidalgo ils maintiennent leur candidature et ils te soutiennent pas? Non, c'est prendre des risques pour rien. Ils ne maintiendraient pas leur candidature. Ouais. Bah, moi, je pense que Mélenchon ayant effectivement une chance de gagner, c'est envisagé d'y aller y participer. Après, on a vu qu'en 2017, voilà, ça a été, tu vois, le PS a fait sa grosse primaire et finalement Benoît Hamon il n'a pas été particulièrement légitimé, il n'a pas fait un gros score derrière, alors qu'ils auraient fait alliance avec Mélenchon, ils se seraient retrouvés au deuxième tour. Ouais. Après les 6% qui ont voté Hamon, à mon avis, il n'y aurait pas eu la totalité qui aurait voté Mélenchon. Oui, il y en a peut-être qui se seraient reportés sur d'autres partis à gauche, hein, ou des partis centristes. Peut-être sur Macron même. Hein. Ouais. Hamon c'était quand même l'aile gauche du PS à l'époque. Hein. Ouais, bien sûr, mais t'as peut-être des gens qui ont voté Hamon par fidélité au PS et qui ont voté Macron au second tour avec plaisir, tu vois. Ma sœur a voté en 2017. J'ai fait voter une de mes sœurs, mes deux parents et deux potes pour Mélenchon. Et mon autre sœur, qui elle est de gauche depuis 2008-2009, a voté Hamon. Parce que Mélenchon... Hamon, j'aimais bien son programme, hein. En vrai, s'il avait vraiment été solide sur le revenu de base, bon, ce n'est que le revenu de base. C'était pas le salaire à vie, mais au moins il proposait quelque chose qui allait un peu dans ce sens-là, tu vois. Mais, voilà. Mais le truc, c'est que par contre, il n'a pas été solide du tout. Dès que les gens ont commencé à critiquer, etc., l'inconditionnalité a sauté. D'un coup, c'était plus 1000 euros, mais c'était 400. Enfin, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais bon, il n'a pas été solide parce qu'on a senti que c'était un truc qui s'est approprié un peu rapidement et que du coup, il n'a pas réfléchi vraiment le fond de la question. Et c'est ça qui est dommage. Ça, il connaissait pas le dossier. Mais voilà, sur le revenu de base et la légalisation du cannabis, qui étaient ces deux principaux trucs, quoi. Bon, il y a d'autres choses, mais voilà, on va dire que c'était les deux trucs les plus médiatiques. Moi, je suis 100% d'accord. Hein, tu vois, le revenu de base, moi, j'aimerais aller encore plus loin, mais ce serait déjà un bon départ à mon avis. Moi, je suis pour le salaire à vie. On a du CBD légal. De quoi tu te plains? SO réseau salariat. Mais du coup, ouais, effectivement, Hamon sur le fond, c'était pas nul. Sauf qu'en fait, vu qu'il y avait déjà Mélenchon qui était bien installé. Sa candidature faisait plus ou moins doublon et c'était une candidature de témoignage pour le PS plus que vraiment alors il y a Sardin Napal qui pose une question intéressante. Pourquoi la gauche n'attire plus? Ça, c'est vrai que moi c'est une vraie question que je me pose, dire pourquoi est-ce que... Il y en a qui disent que c'est parce qu'ils parlent plus assez d'économie, oui. Mais économiquement, socialement, le pays ne fait que s'enfoncer dans tu vois, la pauvreté, les inégalités grandissent, etc. Les idées de gauche devraient être discutées, mais voilà, autant que l'aile aujourd'hui, l'immigration, ça devrait être les sujets économiques. Et d'ailleurs, quand tu regardes les sondages, les gens, c'est le pouvoir d'achat, comme on dit, qui les préoccupe le plus avant toute chose. Et malgré tout, ils votent pour des partis de droite qui disent qu'il va falloir serrer la ceinture. Comme Zemmour le dit. Hein. Zemmour dit on va payer la dette, on va voter pour baisser les cotisations, on va détruire littéralement, c'est détruire le système social français, la sécurité sociale française, etc. Il l'annonce. Lui, il le dit pas comme ça. Il dit pas je vais détruire le système social français, mais quand il dit on va baisser les charges patronales, c'est ça qui va se passer. Hein. C'est le programme de l'Union européenne, c'est les GOPE de l'Union européenne. C'est ça. Hein. Ça a l'air de t'énerver, Tartiflette. Non, c'est Lepage qui dit à chaque fois les charges. Voilà, les charges. Ouais, mais il a dit, il a fait le discours classique sur les charges. Hein. Donc voilà, bon bah si j'imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas signé, sont susceptibles de signer ou quoi, je fais ma petite propagande. Puis, voilà. Pub. Engagez-vous qui c'est plus doux comme mot. Oui.
Bah, écoute, j'espère que tu auras convaincu des gens. J'ai pas trop l'impression. Hein. Dans le chat, ils sont pas très convaincus par la primaire populaire. Mais bon, continue ton prosélytisme, peut-être que ça passera. Et en tout cas, merci d'être venu intervenir, Tartiflette, et tu reviens quand tu veux. Ouais. On va faire Dolly qui dit quelque chose qui est pas faux. Hein. C'est que on va faire monter Sofiane, mais Dolly dit ma take, c'est que les droitards votent. Effectivement, les droitards vont voter. Donc, moi-même, j'ai été, je suis extrêmement politisé, etc. Et c'est la première fois que je vais voter à une élection présidentielle en 2022, alors que je peux voter depuis celle de 2007. Tu vas voter du coup Ouais, je vais voter à la prochaine élection parce que justement, pour ce truc-là, c'est vrai que les droitards, peu importe ce qu'ils pensent, qu'ils aient réfléchi ou pas à leur vote, ils y vont et ils mettent le papier dans l'urne et ils votent, et donc leurs idées sont représentées. Donc voilà, donc mes idées ne sont pas représentées ni par Mélenchon, ni même par Poutou, ni par personne, mais mettre son tu bulletin, vas voter Zemmour. Voilà, un petit... Tu vas voter le Z. Si tu Jamais nous avais dit une fois que tu nous ferais une Itachi. J'ai isolé le passage. Ouais, mais alors c'est pas en allant voter Zemmour, hein, c'est pas comme ça. On va remonter Sofiane à présent, oui. Qui peut se démute dès à présent. Sofiane, tu es si tous les Cali avaient voté en 2017, peut-être que si les 600 000 Cali avaient voté en 2017, Mélenchon aurait été au second tour, aurait perdu contre Macron, on en sera au même point. Hashtag la faute de Cali. Oui. Effectivement. Voilà, donc oui, je vais voter, mais voilà, sans conviction. J'ai pas changé d'avis sur le fait que c'est un système vraiment à chier, de personnalisation des idées politiques, et un système hautement problématique. Mon avis n'a pas changé, mais par contre, c'est vrai que sur le fait de faire le geste de voter ou non, en fait, le fait de ne pas voter, clairement, ne change rien. Et à côté de ça, il y a plein de gens qui vont voter Zemmour, qui vont eux y aller. Donc, c'est vrai que ça fait partie aussi de nos possibilités politiques, quoi, de faire ce geste de voter. Donc voilà. Ben voyons, Sofiane. Nico. Salut Sofiane. Ah. Est-ce que tu nous entends? J'ai vu que tu as démuté ton micro. Maintenant, et il y a Diamat qui va pas voter pour la première fois. Il y a aussi des gens qui vont arrêter de voter parce qu'ils en ont marre. Hein, donc c'est vrai que voilà, il y a peut-être un renouvellement. Un désenchantement du vote. Oui. Si tant est qu'il fût jamais enchanté. Sofiane, nous sommes très déçus. Du coup, tu t'es démute, mais tu ne nous parles pas. On ne t'entend pas. Bah, écoute, il y avait Tobio qui était arrivé avant Kuro, sinon. Bon, on va faire monter Tobio en attendant. Yes. Que Sofiane essaie de quitter, de revenir, hein, Sofiane. Yes. Salut Tobio, tu es à l'antenne. Bonjour tu Tobio. Tu peux te démute. Même speech qu'à Sofiane. Et peut-être que toi, même ton micro marchera. Truc de ouf. Ah. Il est repassé dans intervenir. Je ne sais pas ce qu'il se passe. C'est très bizarre. Tobio. Sofiane. Est-ce que vous nous entendez? T'entends pas ou quoi? C'est le couvre-feu! JoID qui demande, et tes potes indés, Cali, ils iront voter? Oui, sans doute. Il y a beaucoup de Corses qui votent pour Jean Lassalle. Il fait un bon score en général, Jean Lassalle. D'ailleurs, c'est ce que demande Vendette. Elle dit, tu vas voter Jean Lassalle ou Cheminade? On verra, il n'y a même pas la liste des candidats pour l'instant. On verra pour qui je vais Chemisal. Calmez-vous. En tout cas, on suivra tout ça sur la chaîne. Voilà, c'est la fusion Potalas des deux. Enfin bref. On Alors, Sofiane s'est remute son micro et Tobio a démute son micro mais ne parle pas non plus. Ah, Tobio a remute son micro. Je ne comprends pas ce que vous faites. Essayez de parler, les gens. Ça se trouve, ils essaient de parler depuis tout à l'heure. Je ne sais pas. Ça a marché avec Tartiflette, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Oui, il n'y a pas de raison. Sofiane. Allô. Tobio. Allô. Essayez de nous dire des choses. On n'entend personne. C'est dingue ça. On va essayer avec Kuro. C'est très bizarre. Allez, on va faire monter Kuro, on va faire monter tout le monde. Il y a un moment, il y en aura un, son micro, il va marcher. Salut Kuro, tu es à l'antenne. On a entendu Tartiflette il y a 2 secondes, nous on s'entend, quel est le souci, quoi? Quel est le souci? Wow. Attends, je coupe. Voilà, Kuro, ça fonctionne au moins. Voilà, ça c'est un homme qui a compris le mode on du micro. Bravo. Voilà. Ah, merci. J'ai fait mon mieux. Hein. Eh bien, on t'écoute, Kuro, vu que ça marche. Hein. Profites-en. Alors, j'aimerais aborder plusieurs sujets. Déjà, l'Ukraine. L'Ukraine, on en a parlé tout à l'heure. Puisque je suis ukrainien, enfin d'origine, c'est moi tout à l'heure dans le chat de Kelly qui a dit que je suis ukrainien. Yes. Et forcément, je suis contre l'annexion de la Crimée. Mais pourquoi forcément? Il n'y a pas des Ukrainiens qui sont pour? Ah si, on va en parler, il n'y a pas de souci, on va en parler. Si, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Je peux en parler, il n'y a aucun tabou. Vas-y. Mais si vous voulez, il y a un truc qui, je pense, qui vous a échappé, tout simplement parce que vous n'êtes pas ukrainien. Donc forcément, ça vous a échappé. C'est que l'Ukraine, il y a toujours cette présomption de ne pas être un pays, de ne pas être un peuple. Et ça, je le vis depuis que je suis petit, en fait. Plus petit, déjà, je disais, j'étais ukrainien, on me disait, non, t'es russe.
Donc, c'est les discours, vous n'êtes pas un vrai pays, vous êtes une création artificielle, voilà. Vous êtes... Donc si vous voulez, il y a d'une partie de l'Ukraine, de toute manière, une volonté forte de ne pas, laisser la Russie passer, prendre la Crimée, quoi que ce soit, quand bien même, effectivement, à la Crimée, il y a pas mal de russophiles. On va pas se mentir, il y a pas mal de russophiles à l'Est. Mais il y a ce truc de, si on commence à laisser un bout de territoire à la Russie, alors ils vont finir par nous prendre tout. Et on va refinir dans la situation où on était avant, où finalement on a été annexé par la Russie, on va se faire niquer à nouveau, comme on l'a été dans l'histoire continuellement. Ou faire couper votre pays en deux, en mode Pologne, pendant la guerre, quoi. Mais... Voilà, exactement. Et parce que l'Ukraine, c'est un pays qui globalement... tous les pays sont des créations artificielles. Hein. Oui. Si on monte suffisamment loin, évidemment. Oui, mais l'Ukraine, c'est quand même un pays qui s'est quand même fait pas mal bolosser dans son histoire par tous les pays qui étaient autour de lui. Finalement, on arrive à peine à l'indépendance, et même là, on doit encore se battre pour récupérer des territoires, tu vois, pour essayer de stabiliser notre territoire. Et du coup, toi, tu vois ça, t'as encore de la famille là-bas, toi, t'es peut-être toi-même là-bas, ou comment ça se passe? Non, moi, je vis en France. Il y a un peu de famille là-bas, mais j'ai pas trop de contact avec. Mais de toute manière, voilà, je voulais juste dire que faut aussi prendre en compte le fait que parmi les Ukrainiens, il y a aussi, certes, il y a des russophiles, et généralement, quand on parle de l'annexion de l'Ukraine, on dit oui, mais il faut pas oublier les russophiles. Oui, très bien, mais on oublie aussi que que la Russie a laissé dans l'Ukraine des marques lourdes. Effectivement, on a parlé tout à l'heure des 2 à 5 millions de morts dues aux famines. C'est ce qui a obligé des Ukrainiens à quitter l'Ukraine et à venir plutôt dans l'Europe de l'Ouest. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est parce que mon grand-père a dû quitter parce que il pouvait pas manger en fait, il avait plus de terre parce que la Russie avait réquisitionné et compagnie. Du coup, il a dû venir en France parce que sinon il allait mourir en fait. Mais il y a plein de souvenirs comme ça de la part des Ukrainiens qui font que on est en mode non, on fait pas confiance à la Russie, on veut pas. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Ça peut paraître un peu primaire, mais c'est un peu comme je sais pas si tu vois, Kali, il y a 2 semaines où je crois que c'était la situation de la Guadeloupe. Non, je sais plus, la Réunion. Ouais. La Guadeloupe. Donc on parlait avec les vaccins. Et la Martinique. Là, c'est un peu la même situation avec la Crimée pour l'Ukraine en fait. Voilà, donc ça c'était le premier sujet que je voulais aborder, c'était la question de l'Ukraine. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension aussi régionale, c'est-à-dire au sein de l'Ukraine, il y a différentes régions qui ont différentes cultures, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas, qu'il y a aussi des revendications plus régionales et pas forcément ni russophiles ni ukrainophiles, mais plus de leur région locale, quoi. Comme dans tous les pays, mais ça, c'est un peu compliqué, ça fait partie. Tu vois, on peut dire, oui, mais est-ce que pour la Bretagne, il n'y a pas un peu ça Bien sûr, parce que pour la Haute-Savoie, il n'y a pas un peu ça, etc. Parce que j'ai vécu en Haute-Savoie et je vois très bien que la culture en Haute-Savoie et la culture en Seine-et-Marne, je vois très bien que ça n'a rien à voir. Donc, si tu veux, il y a un peu ça dans tous les pays, en fait. Ouais. Et du coup, la crainte, c'est de devenir juste, de vous faire découper l'est de votre pays en petits oblasts et... Oui, et même de se faire carrément annexer en grande partie, voire totalement par la Russie. Hein. Mais dans tous les cas, c'est une fédération, faut le rappeler. La Russie, c'est une fédération, donc ils pourraient intégrer d'autres États et d'autres régions au sein de la fédération de Russie. Oui. Voilà, il y a aussi ce truc, on est un peu sensible sur ces questions-là en Ukraine, qui fait que voilà quoi. Et je suis pas un grand partisan de l'Ukraine, je me considère vraiment comme français, tu vois, mais quand ça parle de, tu vois, l'indépendance de l'Ukraine, là c'est un truc, ça fait tilt. Ça fait, je peux pas ne pas défendre l'Ukraine sur ce point-là. Parce que ça fait partie de l'histoire familiale, tout simplement. Et il y a un truc, je me dis, c'est l'histoire familiale, ça je ne peux pas laisser passer. Et sur la situation politique et militaire en Ukraine, est-ce que tu as un point de vue aussi, le fait qu'il y avait notamment l'équivalent néo-nazi d'extrême droite qui était dans les mouvements du Donbass, etc., enfin de la place Maïdan. C'est quoi ton regard sur tout ça? Mon regard, c'est que l'Ukraine n'a toujours pas fait son devoir de mémoire sur la question de ces nazis. Parce qu'il y a eu des nazis en Ukraine qui ont tué des juifs, et l'Ukraine a toujours ce passé houleux qu'il ne veut pas assumer, contrairement à la France.
Donc c'est pas étonnant qu'on ait ça en fait. C'est pas étonnant. Oui. Bon, c'est pas la... Comme en Hongrie aussi, peut-être. C'est pas la Lettonie ou la Lituanie, je sais plus, où il commémore des Waffen-SS, mais... mais c'est vrai qu'on a vu... T'as le Japon qui commémore ses criminels de guerre aussi. Bah, il y a eu, je crois, une commémoration, alors je crois que c'était l'an dernier ou cette année. Il y a des gens qui commémorent Napoléon en France. Hein. Oui, mais qui avait fait scandale un peu en Ukraine parce qu'il y avait des gens qui avaient commémoré, y compris des actes faits par des, pas par des nazis du coup. Mais il y a encore ça quand même malgré tout en Ukraine. Alors on te demande si tu as un commentaire à faire par rapport à l'annexion de la Crimée en mode bah, là-bas ils ont fait un référendum et à 97% ils ont dit on veut être annexé. Bah ouais, je peux comprendre ce point de vue-là, mais d'un autre côté, moi je suis en mode si on commence comme ça, je sais où ça va finir en fait. Je sais très bien où ça va finir. Mais est-ce que c'est pas au peuple concerné de s'autodéterminer du coup via un référendum, de préférence pas organisé par la Russie, hein, mais... Bah oui, déjà, et en plus j'aimerais rappeler une chose, c'est est-ce que 97%, il y a aussi des questions, est-ce que c'est pas un peu bidonné, mais bon, admettons. Mais c'est vrai, c'est vrai que ça fait score un peu surprenant. Oui. Généralement, quand ces scores sont à ce point surprenants, ils sont bidonnés, mais il n'y a pas de preuve de bidonnage. De dictateur africain, tu vois, à part des présomptions, on n'a pas de... On peut pas affirmer que non, en fait, il y avait moins de 50% des votants qui voulaient l'annexion. Donc, et s'il y avait un référendum comme ça aujourd'hui dans le reste de l'Ukraine Dans le reste de l'Ukraine, je pense qu'on aurait plus de 50% qui seraient en mode non, hein, ça c'est certain. En mode non, mais si on le faisait région par région, il y aura peut-être des régions qui... Je pense que si on prend la Crimée individuellement, je pense quand même malgré tout qu'il y aurait facilement 50% qui diraient oui. Ouais. Là-dessus, je suis honnête, hein, je pense que oui. Hein. Et si tu prends le Donbass De toute façon, si tu prends toute l'Ukraine, je t'ai dit, pour moi, ce sera non, mais à partir du moment où tu commences à prendre chaque petite partie différemment, après, il faudrait voir truc par truc, mais la Crimée, je pense qu'elle est majoritairement pour. De toute manière, même si je pense que c'est pas 97%, faut arrêter de déconner, mais je pense quand même que c'est supérieur à 50%, quoi. Ok, et du coup, quand une sortie de crise, tu la vois comment? Scénario optimiste et scénario réaliste. Il y aura pas je pense pas de scénario optimiste. Pour moi, ça va mal se passer. Tu vois, on peut dire une des solutions, c'est de mettre l'Ukraine dans l'Europe, mais si tu mets l'Ukraine dans l'Europe, alors que tu fous encore plus la merde, je pense. Parce que du coup, tu vas voir les Russes qui vont être encore plus énervés, et derrière, ça va créer des conflits encore plus entre la Russie et l'Europe. Et moi, malgré tout, je reste quand même partisan la Russie, il faut arrêter de le prendre comme un ennemi, quoi. Parce qu'il n'y a pas de raison de s'attaquer spécifiquement à la Russie comme ennemi. Autant sur la question de l'Ukraine, je suis très anti-russe, autant globalement, je suis plutôt en mode faut essayer de calmer les tensions avec la Russie. Donc je pense qu'il n'y a pas de solution dans laquelle ça va bien se passer. S'il y a l'annexion... Est-ce que précisément, Kouro, le problème, c'est pas que l'Ukraine sert de terrain pour emmerder la Russie par le biais de l'Union Européenne et des Américains? On se souvient, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais on se souvient de Victoria Nuland, qui était aux affaires étrangères américaines, et qui disait au téléphone avec un autre Américain, je ne sais plus exactement avec qui elle discutait, mais qui avait carrément dit « fuck the EU », ce qui veut dire « nique l'Union Européenne », genre on s'en bat les couilles de l'Union Européenne. En Ukraine, on fait ce qu'on a à faire et on s'en bat les couilles de ce que pense l'Union Européenne. Voilà, c'était dit très clairement que l'Ukraine, c'était un terrain pour emmerder les Russes, et qu'au final, peu importe que ça fasse chier les alliés de l'Union Européenne, les Américains s'en foutent. C'est pas dans le bien de l'Union Européenne et de l'Europe en général qu'ils interviennent en Ukraine. Et donc voilà, le problème, c'est pas aussi ça. C'est que est-ce que la Russie serait tellement à couteau tiré avec l'Ukraine s'il n'y avait pas des financements, des révolutions colorées, des choses comme ça en Ukraine à répétition, et du coup ça crée énormément de tensions. Est-ce que, pour répondre à Galipotech qui disait dans le chat, il y a deux solutions: soit l'Ukraine devient russe, soit elle est alliée à l'Union Européenne et elle disparaît, voilà, comme les autres pays de l'Union Européenne. Il est très anti-UE. On peut imaginer aussi une troisième possibilité, que l'Ukraine devienne justement un pays qui a une main vers la Russie, une main vers l'Union Européenne, qui est ce pays tampon, indépendant, souverain. Alors évidemment, il y a beaucoup de corruption, évidemment ça va être compliqué, mais c'est sûr que tant qu'on laisse les Américains envoyer des armes, tenter des coups, faire des choses, voilà, mettre des canons de l'OTAN, etc. en Ukraine, forcément les Russes ils vont avoir le seum contre l'Ukraine, tu vois, c'est très logique géostratégiquement. C'est leur frontière, ils les protègent, ils les défendent.
Donc s'ils peuvent s'assurer d'avoir des pays, des États ou des régions rajoutés dans leur fédération qui font tampon avec l'Union européenne, forcément ils vont tenter ce move-là. Si on installe une autre position pour l'Ukraine, que internationalement, voilà, on reconnaît que ce pays doit être indépendant et souverain pour justement ne pas être écartelé en fait entre l'Union européenne et la Russie, c'est une autre dynamique, et peut-être que là l'Ukraine peut commencer à réparer le pays, puisqu'au final il y a une forme de guerre civile, c'est un pays où la vie est dure, de ce que j'en comprends. Oui, bon, la vie est dure effectivement, mais je prends 30 secondes le temps de... Bien sûr, j'ai fait une longue tirade, vas-y, réponds. Oui, non, en fait je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas, en vrai on peut dire Ukraine, pays indépendant qui du coup servirait de tampon, mais j'ai un peu l'impression que c'est ce qui se passe, et que malgré tout, du coup, effectivement, les États-Unis en profitent, et l'Europe aussi, pour faire pression envers la Russie. Tu l'as dit, en mettant avec les États-Unis qui commencent à mettre des armes, enfin qui commencent. Ça fait 10 ans que... Ça fait même 20 ans. Hein, ouais. Il me semble que la Révolution Orange, c'était quoi, 2007, 2008, quelque chose comme ça. Donc tu vois, ça fait au minimum 15 ans, et on sait que c'est plus que ça. C'est depuis la chute de l'URSS que ça... Ils ont très vite pas respecté leurs engagements, les Américains. Oui, donc effectivement, il y a une volonté de faire pression de la part de l'Europe, enfin de l'Union européenne et des Amériques, enfin des États-Unis sur la Russie, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas blairer la Russie, quand bien même elle est plus communiste. J'avoue que j'ai toujours du mal à comprendre, hein, parce que je trouve que la Russie, c'est pas le Qatar ni l'Arabie Saoudite, faut arrêter aussi au bout d'un moment. Ouais. Ils ont du gaz naturel. Oui, c'est vrai qu'ils ont du gaz. C'est pas un pays qui fait la même taille et qui a le même nombre d'habitants non plus. Il y a plein de problèmes en Russie, il y a plein de problèmes dans la politique de Poutine, etc. C'est un pays qui est dirigé de manière autoritaire, etc. Ça c'est clair. Mais est-ce que c'est comparable avec l'Arabie Saoudite ou le Qatar, avec qui on a des alliances économiques, tu vois, des alliances économiques, des alliances sportives, des alliances militaires. Par contre, la Russie, il faut pas leur vendre le moindre camion, parce que tu vois, il faut bloquer les arrivées de gaz, etc. Enfin, il faut vraiment leur mettre une pression particulière. Et évidemment, on le sent que c'est pas du tout guidé par l'humanité, la cohérence, l'amour de la démocratie. C'est guidé par les intérêts américains. C'est juste, faut pas être aveugle, quoi. Les Américains ont toujours une dent contre l'Ukraine, contre la Russie, et du coup, évidemment, qu'ils servent de l'Ukraine pour faire pression sur la Russie. Mais est-ce que la Russie serait moins virulente envers l'Ukraine? Je prendrais pas les paris. Honnêtement, je prendrais pas les paris. Ouais, tu penses pas qu'un dégagement américain d'Ukraine garantirait finalement la sécurité des Ukrainiens et des Ukrainiennes, quoi? Alors ça dépend comment c'est fait. Peut-être que si c'est fait en mode là-dessus, je ferais même pas confiance à la Russie. Mais si c'est fait en mode on passe un accord, on enlève nos forces américaines sur le sol, et globalement on laisse l'Ukraine se démerder là-dessus. Mais en revanche, vous arrêtez de vouloir annexer la Crimée. Déjà, je pense très sincèrement que la Russie le prendrait mal. Mais même comme ça, tu vois, même si la Russie disait OK, je ferais pas confiance à la Russie, parce que je me dirais justement, ils vont en profiter derrière, d'une manière ou d'une autre. Ok. Juste avant qu'on accueille Nemo, et pour conclure, il y a plein de gens désolé de conclure sur un truc trivial, mais il y a plein de gens qui te demandent depuis tout à l'heure, Kuro, si ça se prononce Ukraine, justement. C'est la prononciation ukrainienne, je crois. Justement, c'est la question que se posaient les gens sur mon chat. Alors, ça, faut demander à ma mère, faut demander à machin. Moi, j'ai décidé de pas apprendre la langue. On me l'a proposé, j'ai dit non parce que j'avais la flemme, je préférais dessiner. D'accord. Je suis honnête, donc je ne connais pas. De ta prononciation du nom du pays, tu dis Ukraine. Mais parce que tu le prononces à l'ukrainienne. C'est peut-être toi qui je dis Ukraine. C'est peut-être toi qui as raison de le prononcer comme ça. C'est pour ça qu'on se pose la question. Oui. Parce que nous, on le prononce à la française, du coup. À la française. Pourquoi? Mais je comprends pas. On dit pas Ukraine. On dit Ukraine. En français, en tout cas, on dit Ukraine. Tu le prononces comme G-N-E, mais du coup, je me disais, c'est peut-être ça la vraie prononciation du pays quand tu le prononces en ukrainien. Mais Ukraine. Je suis désolé, j'ai aussi des problèmes un peu orthophonistes, du coup, peut-être que c'est moi qui me trompe. Parce que c'est d'accord. Voilà. Du coup, on aura bien fait de poser la question. Je confonds certaines syllabes des fois, donc c'est peut-être ma faute aussi. C'était juste une question purement cosmétique pour finir. Non, mais pas de souci.
Et on a Nemo pour finir l'émission. On a fait monter Sofiane et on va faire monter Nemo. Enfin, ce que je me dis, c'est peut-être qu'on devrait aller nous dans le salon, intervenir pour voir en fait. Oui, merci beaucoup, Kuro. Merci pour ton témoignage et ta participation. Tu veux qu'on aille intervenir? Bah, vu que Sofiane vient d'en partir, non, mais on pourrait essayer ça parce que peut-être que Sofiane a réussi à parler avec Nemo. Tu nous entends? Bah, il a réussi. Bonsoir, oui, je vous entends. Nemo, il arrive, tu vois très bien. Est-ce que tu as réussi à parler avec Sofiane dans le salon intervenir? Oui, tout à fait. Et du coup, il m'a chargé de vous transmettre que, en gros, quand il montait, il parlait, vous ne l'entendiez pas, apparemment, et que lui, ça mettait l'application en déconnecté, bloqué. Enfin, c'était un. Donc. Ok, ah ouais, donc c'était bien un problème de salon en fait. Donc. Bah écoute, Sofiane, reviens dans le salon intervenir, on va tous descendre dans le salon intervenir. Bah, on va finir l'émission tranquillement voilà, dans le salon intervenir. Bah, allons-y, je vous déplace. Déplaçons-nous. Et voilà, nous sommes dans le salon intervenir, du coup ça a coupé la cam, je vais la remettre. On va remettre ça et on attend Sofiane, mais en attendant Nemo, on t'écoute. Ouais, bah en fait moi je trouvais l'intervention de notre ami d'origine ukrainienne assez... intéressante, et en fait ça me faisait penser à ce qu'on avait dit l'autre jour là sur les missiles et tout, et à un moment on avait dit quand il y a Machiavel à côté, qu'est-ce que tu fais? Et je trouve que là cette histoire avec la Russie, en tout cas moi de mon point de vue, je trouve que ça se rapproche un peu à ça. C'est à côté t'as Machiavel et le côté autodétermination des peuples et tout. Est-ce que parfois il n'y a pas certaines valeurs que tu dois mettre en... tu dois les mettre en pause le temps de pouvoir protéger les autres, quoi. T'as 12 valeurs à défendre, s'il y en a une sur les 12, faut que tu l'abandonnes pour pas que les 11 autres se fassent manger par Machiavel qui est à côté. Ouais, après, l'autodétermination des peuples, c'est quand même une valeur qui, tu vois, soutient beaucoup des autres, qui en découlent. Donc c'est difficile de dire on va mettre de côté la détermination des peuples pour... du coup, ça découle des autres, on est d'accord. Enfin, c'est ce que tu me dis, hein. Et de là, tu peux dire, c'est une conclusion, donc en fait, ça nécessite le reste. Donc, en fait, c'est une étape suivante. Si jamais on prend ça comme ça. Après, comme on n'a pas défini de quelle valeur on parlait, on parle un peu avec du vent, mais... Non, mais le truc, c'est que, tu vois, par exemple, l'Union Européenne pourrait justement jouer ce rôle, aider l'Ukraine à être cet état tampon contre les Américains. Parce que clairement, la conversation privée révélée par Victoria Nuland, elle prouve que les Américains, ils s'en battent les couilles. Elle a dit explicitement, tu vois, fuck the EU, genre on s'en bat les couilles de eux, ce qu'ils veulent. Donc c'est vrai que c'était encore autre chose. Au moins on a une carte à jouer, tu vois. Je dis je suis pas à la tête de l'Union Européenne malheureusement, mais tu vois ce que je veux dire. Stratégiquement, il y aurait un truc à dire pour se permettre de se mettre un peu, de s'intercaler entre la Russie et les États-Unis, permettre à l'Ukraine d'avoir justement de défendre ses valeurs de détermination des peuples, etc. Sans être le toutou des Américains en fait. Voilà. Ouais, non, mais je suis bien d'accord. Après, c'est quand même un problème de l'UE, c'est en fait, un problème circonstanciel, hein, c'est qu'on est un peu... on a plusieurs cartes à jouer, de mon point de vue, on est un peu on est un pôle puissant, mais pas les pôles méga dominants. Et de là, faut qu'on joue un peu l'équilibriste à maintenir l'équilibre et tirer J'ai l'impression que c'est très très difficile pour l'Union Européenne d'opposer un visage uni, un front uni géopolitiquement. C'est ça le problème, quoi. C'est ça la plus grosse difficulté. Ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, tu dois mettre consensus 28 personnes. C'est ça. Et surtout que si les Américains ont leurs arrangements, tu vois, avec les Allemands, avec les Français par ailleurs, avec les Portugais, avec les Polonais, forcément chaque pays va se dire merde, moi j'ai ça déjà avec les Américains, tu vois, je peux pas. Donc on va faire que des trucs très très tièdes qui ne vexent personne, et donc effectivement l'Union Européenne ne fait rien. Mais c'est un truc qui est connu contre l'Union Européenne, il y a certains pays qui le font, et de plus en plus, en fait, c'est privilégier les négociations unilatérales entre pays à pays. On a entendu Sofiane manifester. Sofiane. Salut. On va l'écouter pour la conclusion, et on fera Tobio aussi juste après. Sofiane, vous m'entendez? Bravo. Ça fonctionne, il est là, on a réussi, on l'a fait. C'est beau. Gloire, le petit Jésus en avance, il est là. Allez Sofiane, on t'écoute. Alors très rapidement, je viens pour récupérer mon dû. La dernière fois, je vous ai parlé d'Elon Musk et de ses 6 milliards. Il a retiré 26 milliards une semaine plus tard, et il a toujours la dalle. Et du coup, j'en profite pour en passer une prochaine. Et là, qui va pas vous plaire malheureusement, mais c'est les élections présidentielles. Oui. Le futur président de la République est Valérie Pécresse. Ok.
Alors je l'écris dans prédiction immédiatement. Très bien. On a un onglet prédiction, donc je l'écris dedans, prédiction de Sofiane, très beau. Est-ce qu'on a des bookmakers sur... Ils ont explosé le système de gauche, d'accord? Donc il n'y a plus de gauche à la télévision, dans les médias, ça n'existe plus. On a basculé la fenêtre d'Overton le plus à droite possible. Maintenant, le candidat qui reste, c'est une femme, parce qu'on est des gens modernes. Et on aime le progrès. Et après, Pécresse, ça reste super Macron enthousiasmé. Enfin, les deux, c'est les mêmes. C'est surtout que Macron, les gens sont dégoûtés. Ah, pardon. Vous avez dit que ça n'allait pas vous plaire. Non, mais écoute, on le note. Moi, je viens de le noter. Voilà. Aujourd'hui, à 20h02, Ils avaient de 9 pires décembre candidats à 2021. droite, ceci dit. Hein, mais bon, ce Pécresse, c'est pas très enthousiasmant pour eux non plus. Ouais. Moi, je t'avoue que je me suis pas du tout intéressé au cas Pécresse. Ça me donne envie de regarder un peu les débats des Républicains que j'ai pas du tout suivis et qu'on se fasse une petite émission là-dessus pour analyser tout ça. Regarder un petit point sur Pécresse. Franchement, les débats, ils sont c'est le point Pécresse. Ah ouais, j'ai regardé vraiment 3 minutes et je me suis ennuyé à un niveau. J'ai dit non, j'ai pas envie de regarder ça. Je vais regarder autre chose. En fait, ils sont vraiment d'accord sur tous les sujets. C'est juste, il y en a un qui va dire 12, l'autre 13 et le troisième 14. Et voilà. Enfin, le résumé du Zul était marrant d'ailleurs. Je peux mais celui que j'ai vu, ça parlait en plus que d'insécurité, d'immigration. Enfin, c'était vraiment angoissant au maximum. C'était vraiment horrible. T'as vu le premier ou second tour? Je crois que c'était le premier tour, ils étaient tous là. Mais j'ai regardé vraiment 1 minute et j'ai dit non, je ne regarde pas ça. Donc voilà, mais il faut que je le fasse, c'est mon métier. Donc ok Sofiane, ta prédiction est enregistrée. On saura, tu pourras récupérer ton dû le 21 avril ou le 22 avril, je sais pas combien ce sera. Notre ami qui parlait de l'Ukraine, il a raison, la situation est extrêmement grave. Là, on s'en rend pas compte, mais une alliance Russie-Biélorussie avec la pression sur les flux migratoires, sur la Pologne. On a des troupes russes qui se font amasser à l'Ukraine, sur la frontière. On a l'Ukraine qui prépare une espèce de reconquête au mois d'avril. En fait, ils attendent que l'hiver passe pour lancer une espèce de contre-offensive. Donc oui, ça sent le gaz. Mais tu penses pas que les troupes, enfin typiquement, tu parles de Biélorussie. En fait, moi, ma vision que j'ai dessus, après sûrement je me trompe, je suis pas hyper renseigné, mais je me dis c'est comme globalement ils se font quand même mettre la pression de partout, ils sont en mode bah les gars là arrêtez quoi. Enfin vous nous mettez tellement au dos du mur, à la fin on n'aura plus que nos soldats et ça va partir. Enfin moi je vois ça plus comme on montre les crocs. Après pas pour l'Ukraine mais pour la Pologne. Oui, enfin Russie, ex-Biélorussie, enfin notamment avec l'histoire de Pologne, mais il y a eu un amassement de troupes en Biélorussie je crois. Enfin c'est ça que tu dis hein. L'amassement de troupes, il se fait à la frontière russe et Ah oui, pardon, ok, j'ai mal compris alors. Ok. Elle est à ce endroit-là. Sur la Biélorussie, non, on a par contre le président biélorusse qui a déclaré qu'il était ravi d'accueillir l'arme nucléaire russe sur son territoire. Ah oui, bon. Ok, c'est pas des troupes, c'est nuke, hein, je sais pas si c'est mieux, mais... Non, clairement. C'est pas des armes légères sur le coup. Hein, oui, c'est pas très léger là, oui. Après, c'est compact. Non, mais on prolonge l'Est, en fait, on a donc un problème à l'Est, on prolonge dans le Sud, on a un problème avec la Syrie, le Liban qui implose, on continue, on a la Syrie, l'Égypte. Bon, l'Irak, non, ça, c'est déjà chaos. Oui, mais l'Irak où, alors je l'ai pas lu la dernière fois à l'antenne, mais il y a un article du Monde Diplo qui parle de la reformation de Daesh dans ce triangle de la mort en Irak. Et effectivement, voilà, on repart sur une série comme ça, quoi. En même temps, il y a l'Afrique, toute l'Afrique de l'Ouest qui est en train je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais comme moi, je suis très connecté avec l'Afrique. C'est ouf ce qui est en train de se passer comme événement. Vachement des pays, non? On a parlé d'Alpha Condé en Guinée, notamment. En fait, j'ai l'impression que d'un pays à l'autre en Afrique, ça peut pas mal changer. Oui. Et puis en fait, franchement, moi, j'arrive pas à suivre tous les pays en parallèle. Ouais, c'est immense, hein. Il y a énormément de pays à suivre. C'est effectivement compliqué, mais c'est vrai que ce serait intéressant de faire un point avec toi, Sofiane, sur tout ça. Mais là, on arrive à la fin de l'émission, donc on le fera une prochaine fois. Mais ce serait très intéressant de faire un point pays par pays en Afrique. La semaine prochaine, effectivement. La semaine prochaine, je vais refaire beaucoup de streams, donc voilà, je serai très présent et on aura le temps de se caler la semaine prochaine, sans aucun problème. Ouais. La connexion n'est toujours pas vénère. Mais Non, mais je serai chez ma mère toute la semaine, donc au moins du lundi au vendredi, je pense faire au moins un stream par jour la semaine prochaine. Voilà. Superbe. Et on va écouter Tobio pour finir. Tobio. On m'entend ? Et après, je vous raiderai vers Dany et Raz. Oui, j'ai vu qu'ils ont lancé il y a 10-15 minutes là. À 20h, comme tous les 2 jours.
Tobio, est-ce que tu es là? On t'entend. Bonsoir, on m'entend? De très loin. On t'entend un peu, ouais. Très très loin. Ok, très bien. Merci, bonsoir. Oui, c'était juste pour revenir un tout petit peu par rapport aux variants Omicron. Oui. Moi, personnellement, ça me semble être peut-être un petit peu tôt par rapport aux déclarations qui sont faites par Fauci. Oui, Pfizer et autres. Oui, parce que bon, a priori, pour l'instant, on sait assez peu de choses. C'est les premiers résultats qui tombent. On a fait les disclaimers. On est dans du préprint, tout ça, donc bon, faut peut-être. On a dit que c'était soit sel, soit couleur, donc ça reste quand même pas très enjaillant, quoi. Ouais, parce que bon, on voit passer un peu tout, hein, et puis des trucs, bon, il y a au milieu des trucs rassurants, il y a aussi des trucs pas rassurants, hein, donc bon, du coup, voilà, il va peut-être falloir attendre un peu de temps avant que la communauté scientifique aboutisse à un consensus. Les scientifiques. Par exemple, un scientifique que je regarde, par exemple, qui poste sur Twitter, qui sous son compte, c'est le doc, docteur Franck Claro, qui, il y a 3 heures, rappelle la virulence du Omicron n'est toujours pas établie. Voilà. Donc, on a des bonnes idées de la contagiosité, mais... Voilà. J'ai aussi vu passer, il y a un autre compte, c'est le docteur Claude Alexandre Gustave qui a posté justement son avis sur un préprint sorti il y a 2 jours. Et voilà, bon, il n'y a pas forcément des choses très rassurantes là-dessus. Mais bon, pour l'instant, ça me paraît être un peu tôt. Voilà. Très bien. Informations à prendre au conditionnel et on refera des points là-dessus, si besoin est, évidemment. En espérant qu'il y ait le moins besoin possible. Une conclusion excellente. Merci de cette émission. Moi, il faut vraiment que j'y aille, donc on va. Yes, papa. On va raid vers Daniraz. Merci Sofiane, merci Nemo d'être venu pour cette fin d'émission. Merci à vous, hein. Évidemment. Merci, gros merci à Scott77, évidemment, qui a fait un don. Et comme d'habitude, Crax, Snuggly, Borishak, Alex, F, Victoria. Je crois qu'il n'y a plus Joey à trade, mais on le salue quand même. Et merci d'avoir suivi ce couvre-feu 36e du nom. Et moi, je voulais remercier aussi une personne qui m'a fait un don extrêmement généreux. Je vais juste regarder son nom. Un instant. Ah, je clique. La connexion est longue. C'est Malek. Un grand merci, Malek, pour ton soutien qui fait extrêmement plaisir. Oui. Je lui ai mis un tu cartonne. C'est parti pour le raid. Merci beaucoup, Daimon. Merci à tout le monde. Passez une belle soirée et à très bientôt. Bonne soirée, à très bientôt et au pire des cas, à mardi soir pour un live radio libre. Ciao YouTube, ciao Twitch, ciao tout le monde. Et à très bientôt du coup. Allez, ciao. C'est bon pour le moral.